Moi, je me suis mis dans le football comme ça, pour m'amuser avec les copains, puisque les copains de ma cité étaient dans l'association de mes parents. Donc, moi, j'étais éducateur dans tous les clubs, et dans tous les clubs où je suis passé, j'ai monté des écoles de gardien de but. Je suis parti fin 2001 au Qatar, pour prendre l'équipe nationale du Qatar avec Pierre Lechante, qui a été à un moment donné mon CTD du district du Val-de-Marne, mais quand j'ai été là-bas, lui, il savait pas que j'allais devenir son préparateur physique, et moi, je savais pas que ça allait devenir mon entraîneur. C'était vraiment un hasard total. Je décide d'y aller sur un coup de tête, je décide de prendre l'avion. Quand je reçois le coup de fil le mercredi, le jeudi, je suis dans l'avion. Et le vendredi, j'ai signé mon contrat à Cannes. Et à noter que quand même pendant 2 ans, le FC Metz a été numéro 1 devant les grands clubs en termes de joueurs non blessés et en retour de blessures. Et là, je tiens à féliciter le staff médical avec qui j'ai travaillé parce que c'est trop facile de tirer la couverture pour soi. C'est pas que moi. Heureusement que c'est pas que moi. J'ai adoré. Hein. Je me suis vraiment éclaté au FC Metz. Et si tu me dis, retourne-y, j'y vais. Retourne avec les mêmes moyens humains où tu es tout seul, je sais que j'y retourne. Il m'a dit petit, va faire un bisou au filet. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Cryo Relax and Fit qui est du coup les locaux de Hugo Cabouret qui est mon invité du jour, ancien préparateur physique également au FC Metz. Comment ça va Hugo? Ça va et toi Hugo? Bah ça va nickel, merci de me recevoir dans tes locaux, ça me fait vraiment plaisir. Moi de même. Et on va faire une interview qui va retracer un peu toute ta vie. Waouh. Donc la première question, c'est comment est née ta passion pour le football et quel poste tu jouais lors de ta carrière? En fait, moi à la base, je suis un athlète. Ça se voit pas, hein. À peu près 100 kilos. Non, j'étais issu de l'athlétisme et en fait, mes parents ont monté une association dans la banlieue parisienne, parce que je suis parisien, pour éviter la délinquance dans les années 80. Et mon père était un ancien gardien de but, c'était un peu de famille. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait les deux à peu près. J'ai fait l'athlétisme et le football. Et puis progressivement, l'association qu'ils ont créée dans les cités de Vitry-sur-Seine, en 94, était comme fil conducteur le football. Donc ils ont eu quasiment plus de 120 enfants et seniors. Et ça a duré pendant un peu plus de 10 ans, cette aventure associative. Donc moi, je me suis mis dans le football comme ça, pour m'amuser avec les copains, puisque les copains de ma cité étaient dans l'association de mes parents. Et puis progressivement, j'ai vu que j'étais un peu casse-cou, donc j'aimais bien catcher, attraper les ballons. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je me lance dans les buts, parce qu'en plus, personne ne voulait y aller. Donc bon, après, il y a aussi, j'étais peut-être pas non plus très très fort au niveau des pieds en comparaison avec mes amis de l'époque. Et puis non, j'ai toujours aimé ce poste-là parce que je l'ai trouvé toujours à part. On est habillé différemment, un peu comme tous les gamins qui ont fait évoluer dans ce poste-là. Et puis j'avais certaines aptitudes, quoi, plus qu'en tout cas sur le terrain. Donc voilà. Et puis c'était pour suivre un peu ce que faisait le père. Donc voilà. Donc je me suis jeté là-dedans, mais sans forcément penser à un lendemain. C'était plus pour m'amuser avec les copains. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai continué à jouer à ce poste-là, qui est pour moi le poste le plus important du football. Après, je suis peut-être pas très objectif, mais surtout aussi le poste le plus intelligent, ce que je trouve aussi, et le plus complet. Donc voilà. D'accord, et au niveau du niveau de jeu que tu as pu jouer en tant que joueur, c'est quoi le maximum que tu as pu atteindre? Alors, j'ai jamais fait de centre. J'ai beaucoup joué donc j'ai fait que de la région parisienne. J'ai beaucoup joué, j'ai monté progressivement les étapes à partir de 15 ans. Je me suis vraiment mis en tant que gardien de but, donc c'est tard, hein, pour essayer d'accrocher le haut niveau, et puis j'avais pas le haut niveau non plus et en fait, j'ai joué beaucoup en DHR, en DH, donc R2, R1. J'ai fait beaucoup de DH parisienne, donc à l'époque, DH parisienne, t'avais beaucoup d'anciens pros qui venaient, et puis t'avais... c'est toujours actuellement un très bon niveau. Ouais, mais je trouve que quand même, à l'époque, ça fait un peu vieux con, hein, un peu vieux combattant, mais je trouve que la DH parisienne, à l'époque où moi je jouais, c'était quasiment de la Nationale 2, Nationale 3. Et en fait, après, j'ai passé une étape où j'ai été joué à Versailles en Nationale 3. Donc, à l'époque, ça s'appelait comme ça, Nationale 3, où j'ai fait la rencontre d'un entraîneur qui m'a marqué profondément et qui a été aussi un peu le déclic pour devenir entraîneur, qui était Jean-Pierre Brucato, un ancien grand joueur qui malheureusement est décédé. Et lui m'a vraiment fait le déclic pour que je puisse passer une étape en tant que gardien de but.
Donc j'ai joué en National 3, j'ai joué en National 2, j'ai joué jusqu'en National, donc Ivry, Levallois, sur des clubs phares de la région parisienne. Et puis après, je suis redescendu un peu dans les niveaux, National 3, DH. Et puis jusqu'au moment où j'ai eu une opportunité pour partir, parce que je faisais en parallèle mes études universitaires. J'ai fait une détection quand j'étais jeune, au Matra Racing, où j'avais été pris, donc ça remonte à Matra Racing, hein, donc, où j'avais été pris avec Thomas Kokinis, qui a été un grand gardien aussi. Et donc ça a été une sélection sur toute la France, sur toute la région parisienne. Et j'étais dans les 3 derniers. Et ils en prenaient 2. Et j'ai eu la chance d'être dans les 2. Et au moment où il fallait faire un choix, j'ai écouté ma mère qui m'a dit reste dans les études. Et puis voilà, donc je suis resté dans les études. Alors après, ça ne veut pas dire que j'aurais été à un moment donné une carrière autre en tant que gardien de but, parce que Thomas était très très fort et puis les autres gardiens aussi. Mais ouais, j'ai fait la seule détection que j'ai fait en fait, pour essayer d'accrocher le haut niveau. Et puis voilà, donc mon niveau c'est du National 3 à National 2. Voilà, D'accord, mais tu regrettes pas justement quand ta mère elle te dit ouais, pense aux études, Non. sur le coup t'es un enfant, je veux dire tu te dis non, je regrette pas. Non, je regrette pas parce que je veux dire pourquoi, parce que d'une part j'étais le premier dans ma famille à faire des longues études et peut-être à aller sur le milieu universitaire, ce que j'ai fait. Donc ça je regrette pas, et puis sur le coup non, je regrettais pas parce que j'avais pas cette optique-là, il y avait une différence de génération par rapport à ce qu'on vit en l'heure actuelle. Je me projetais pas, il y avait pas autant de communication, autant de réseaux, tu vois, donc je me projetais pas. Et puis moi, mon truc, c'était, j'étais assez polyvalent dans tous les sports. Ce qui m'a facilité les choses après dans mon milieu universitaire en STAPS. Et donc, je me visualisais pas en tant qu'entraîneur, en tant que joueur semi-pro ou pro, quoi. Donc, pas du tout. Non, c'est pas un regret, du tout. Et du coup, tu avais des études en STAPS, ce que tu viens de dire, mais tu as été jusqu'au niveau master, licence. Ouais, c'est ça. Et c'était quelle spécialité que tu avais pris, la spécialité entraînement sportif? Ouais, entraînement sportif et performance motrice. Ça s'appelait ESPM. C'était le premier masters, maintenant on l'appelle masters, moi c'était une maîtrise. ESPM de la région parisienne et même de France sur le diplôme de préparateur physique, qui était un peu en copier-coller avec ce que faisait Gilles Comiti. Sommité de la préparation physique d'origine italienne, professeur à Dijon, qui a monté le diplôme, le CEP, que d'ailleurs, tu as eu un invité qui l'a fait, hein, Thibaut, donc j'avais poussé pour qu'il aille le faire. Et donc, ouais, j'ai fait cette maîtrise en ESPM pour devenir préparateur physique. À la base, quand je rentre en STAPS, c'est pour devenir professeur de PS. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, chose que j'ai fait pendant une année. Mais mon côté social a pris le dessus. Parce que longtemps, depuis l'âge de 16 ans, j'étais animateur dans les quartiers. J'ai fait mon BAFA, mon BAFD, donc j'étais trop dans le social par rapport à l'éducation nationale. Et je m'en suis aperçu, et donc j'étais pas dans mon élément, en fait. Et tu avais eu le CAPES ou tu étais Non, j'ai pas été au CAPES, j'ai été directement faire la maîtrise. Ok, mais quand t'as fait un an devant élève ou en plus? Ah non, j'ai fait un an dans une école privée en tant que professeur de PS. Ok, mais tu étais tout seul, c'était pas dans le cadre des études ou c'était? Ah non, c'était tout seul, c'était vraiment en prix. Donc t'étais contractuel. Ouais, contractuel, bien sûr. Ok, ouais, tout à fait. D'accord. Ah ouais. Ok, et toi, ça t'avait plu? Ou c'était plutôt, tu t'es rendu compte avec la direction, alors, les gens qui étaient dans l'éducation nationale? Oui, non, c'est le contact avec les enfants, le milieu éducatif était intéressant, voilà. Mais moi-même, je me suis aperçu que je pense que j'allais pas devenir un bon professeur parce que j'étais trop dans le social. Et après, c'est vrai que l'éducation sociale met les gens dans des cases. Pour preuve, j'ai encore des amis de fac qui sont encore professeurs. Et je pense que le mode de fonctionnement ne m'aurait pas convenu. D'accord. Voilà. Okay. Alors, une sécurité financière, certes, une sécurité professionnelle, certes, mais le mode de fonctionnement ne m'aurait pas convenu, je pense. Voilà. Ok. Ensuite, je voulais te demander au départ, est-ce que tu te voyais devenir préparateur physique, mais tu as commencé un peu à nous répondre. Tu voulais faire prof de PS, tu t'en es rendu compte que ça t'a pas plu, donc tu as été vers le préparateur physique, ou tu étais plutôt attiré aussi par un autre rôle dans le football? À la base, dans tous les clubs où j'ai été dans la région parisienne, en tant qu'éducateur ou en tant que joueur, j'ai toujours été éducateur. Toujours. Et puis aussi, c'était un moyen de gagner un peu aussi sa vie en parallèle quand tu fais les études. Donc moi, j'étais éducateur dans tous les clubs. Et dans tous les clubs où je suis passé, j'ai monté des écoles de gardien de but.
Et donc, mon objectif à moi était de devenir entraîneur de gardien de but professionnel. Et ça a toujours été mon leitmotiv. Je suis assez content parce que dans tous les clubs où je suis passé, dans la région parisienne, où j'ai monté des écoles de gardien de but, ça a été pérennisé. Et donc ça, c'était bien. Et on était, très tôt, on était dans une réflexion, dont je travaillais beaucoup avec le district du Val-de-Marne. J'étais très tôt dans l'optique de dire il faut vraiment qu'on instaure vraiment un diplôme d'entraîneur de gardien de but professionnel, mais partant de la base, amateur, pour aller sur le pro. Donc j'ai eu beaucoup d'échanges avec le regretté Bruno Martini, beaucoup d'échanges avec Franck Raviot. J'ai eu mon CGB 1 aussi en tant qu'entraîneur de gardien de but à Clairefontaine. J'ai beaucoup échangé avec beaucoup d'entraîneurs spécifiques gardiens de but ou qui étaient éducateurs gardiens de but mais qui n'avaient pas les bases. Et donc je me renseignais énormément. Je regardais beaucoup de choses qu'ils faisaient, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie. Et en fait, tu te rends compte qu'en France, on a une vraie école d'entraîneurs gardiens de but, une vraie école de gardiens de but que maintenant on oublie un petit peu. Alors j'ai rien contre les gardiens étrangers, mais je suis persuadé qu'on a du matériel en tant que gardien de but en France et on l'utilise pas au maximum de son potentiel, je trouve. Et on a une vraie école d'entraîneurs gardiens de but, comme en Belgique, comme en Allemagne, et donc je me dirigeais vraiment là-dessus. Et j'ai toujours fait ça en parallèle. D'ailleurs, mes premiers postes que j'ai eu vraiment dans le monde pro en tant qu'entraîneur, parfois je doublais le poste de préparateur physique et d'entraîneur de gardien de but, comme je l'ai fait à Cannes par exemple, ma première année. Je doublais ces deux postes. Alors c'était un travail un peu compliqué à gérer dans le mode de fonctionnement, mais bon, on y arrivait. Mais à un moment donné, quand tu veux vraiment arriver sur du haut niveau, tu peux pas doubler ces deux casquettes, c'est impossible. Le football a tellement évolué et va tellement vite dans l'intensité, que ce soit dans la prépa physique ou que ce soit dans l'entraînement spécifique gardien de but, que tu peux plus coupler ces deux casquettes. Mais oui, ma première optique, c'était entraîneur gardien de but. Donc j'ai passé les diplômes, j'ai beaucoup aidé au sein du district, au sein de la fédération. Et puis mes études STAPS m'ont amené aussi à devenir, j'étais aussi attiré par la préparation physique, par tout ce qui était mis en place. Alors en France, on avait Gilles Comiti qui mettait en place des choses. Après, maintenant, il y a une dynamique qui se crée entre Sébastien Lopez-Guyat, Alexandre Delal, qui sont des sommités dans la préparation physique footballistique en France et qu'on ne met pas assez en avant, je trouve. Nicolas Dion, par exemple, qui a été aussi une personne importante pour moi et je t'expliquerai pourquoi. Comme moi, je pense que j'étais aussi une personne importante pour lui. Je t'expliquerai. Mais oui, après, j'étais très vite attiré par la préparation physique. Et puis, quand je passe mon brevet, mon premier degré de BE football, je rentre en master, donc en maîtrise SPM. Et c'est là que je rencontre Nicolas lors de notre BE1 à Dijon. Et puis, voilà, je suis attiré par ça parce que je vois qu'en France, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Je vois qu'on avait un temps d'avance par rapport au rugby, et moi je suis très Ovalie, donc je vois que le rugby nous dépasse dans la préparation physique, parce que le berceau de la préparation physique, on sait pertinemment, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, dans la préparation physique. Et donc moi je m'intéresse, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de tutos, je vais voir beaucoup de symposiums ou de colloques. Et puis, voilà, je suis attiré par la préparation physique, quoi. Mais, mon premier diplôme en tant qu'entraîneur, c'est que je suis un éducateur de foot. C'est-à-dire qu'à la base, en 98, j'ai mon BE1. 98, l'année de ma naissance. Tu vois, je viens de prendre un coup derrière. Mais en 98, j'ai toujours été éducateur. C'est-à-dire que, la base, j'ai été éducateur pour les écoles de foot, j'ai fait tous les échelons, j'ai fait toutes les catégories, hormis les vétérans, mais j'ai pas trop envie de les faire. Donc, mais j'ai fait toutes les catégories en tant qu'éducateur de foot. Puis après, j'ai installé des écoles de gardiens de but. Puis après, j'ai fait de la préparation physique. J'ai commencé à instaurer ce qu'on appelle de la mobilité et de la proprioception, de la coordination très tôt dans les jeunes catégories. Donc c'est un début à la préparation physique, voilà. Donc ouais, ça a été ça un peu le cheminement pour aller sur le poste d'entraîneur. Ok. Ensuite, je voulais demander, tu as connu des expériences également à l'étranger, notamment au Qatar, en Arabie Saoudite, au Mali ou encore au Maroc. Qu'est-ce que ces aventures t'ont apporté humainement et professionnellement? Tu m'as même parlé aussi en off des Comores. Donc, raconte-nous un petit peu. Je recommande à tout le monde, d'ailleurs je suis le premier à le dire à mon fils de 23 ans, de dire qu'il faut qu'il parte pour aller voir
ce qui est ailleurs. Alors moi, ayant travaillé beaucoup à l'étranger, je peux dire que l'herbe est parfois plus verte ailleurs. En tout cas dans mon domaine à moi, dans le domaine du football ou du sport de haut niveau. Humainement, déjà, ça m'a apporté beaucoup plus humainement que professionnellement, ça c'est clair. J'ai rencontré des gens incroyables, différentes nationalités, différentes cultures, différentes religions. Donc voilà, j'ai arrêté moi à 30 ans de jouer, 31 ans de jouer, même si quand je suis revenu en France, j'ai rejoué à des petits niveaux, même à 40, j'ai continué à jouer jusqu'à 42 ans, donc pour te dire. Et en fait, je suis parti au Qatar via l'intermédiaire de Nicolas Dion, où on s'est croisé lorsqu'on faisait notre BE. Donc je suis parti fin 2001 au Qatar pour prendre l'équipe nationale du Qatar avec Pierre Lechante, qui a été à un moment donné mon CTD du district du Val-de-Marne. Mais quand j'ai été là-bas, lui, il savait pas que j'allais devenir son préparateur physique, et moi, je savais pas que ça allait devenir mon entraîneur. C'était vraiment un hasard total. C'est comme quoi la vie fait qu'il fallait que je sois à cet endroit-là, à ce moment-là. Et en fait, je fonctionne un peu comme ça, en fait. Je fonctionne, j'ai jamais eu d'agent de ma vie. C'est peut-être une erreur, à un moment donné, et peut-être que là, je m'en aperçois, parce que je suis encore sur le carreau pendant un petit moment. Mais j'ai toujours fonctionné, je me laisse porter, et j'ai toujours fonctionné au feeling. Donc, et là, je pars au Qatar par Nicolas, parce que je remplace Nicolas, qui lui a été rappelé par Saint-Etienne par Antonetti, tu vois, comme quoi les vies se croisent. Et en fait, c'est moi qui avais dit à Nico, je pense que il est en licence STAPS, je lui dis, je pense que tu devrais faire une maîtrise ESPM, chose que je faisais au moment où on faisait notre BE1. Et donc, c'est lui, il s'est dirigé vers la préparation physique, et Nicolas a eu un parcours de préparateur physique, et a toujours un parcours de préparateur physique de respect, quoi. Pareil, il a été beaucoup à l'étranger, en Allemagne, en Suisse. Il a beaucoup travaillé en Ligue 1 et en Ligue 2, à Nice, à Saint-Etienne. Donc voilà, c'est un préparateur physique et quelqu'un que je respecte énormément. Et donc, il m'a dit, voilà, écoute Hugo, je rentre à Saint-Etienne, est-ce que tu veux prendre mon poste de préparateur physique au Qatar? Et moi, j'étais en place à Saint-Maur, en Lusitanos de Saint-Maur, en national, avec Noël Tosi en tant que préparateur physique, entraîneur gardien de but. Et donc, je décide de partir. J'avais eu un an avant, j'avais eu l'opportunité de partir aux Émirats, je l'ai pas fait. Là, je me suis dit, le train repasse, il faut que tu y ailles. Et le Qatar, personne ne connaissait. C'était pas le Qatar que nous on connaît là. Hein. En 2001, le hub, l'aéroport du Qatar, il y avait encore les dunes et les chameaux en face. Là, maintenant, le hub, il fait 30 km de long, ça n'a rien à voir. Mais je suis arrivé là-bas et découvert d'une qualité de vie, de gens, de culture. Et puis moi, je suis très porté sur l'histoire, je suis très porté sur la géographie, donc j'ai adoré ce pays. J'ai adoré ce pays. Alors bien sûr, il y a plein de contradictions, comme le nôtre hein, d'ailleurs, mais j'ai adoré ce pays et les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé. D'ailleurs, je suis toujours en contact, j'ai toujours des amitiés qataris propres là-bas. Et je suis fier parce que j'ai beaucoup d'anciens joueurs de l'équipe nationale qui sont devenus soit entraîneurs dans les équipes qataries, soit managers. Même mon sponsor, Jafal Rachid, qui était mon capitaine en équipe nationale, est devenu manager général de Al Sadd, le grand club du Prince, grand club qatari. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, derrière j'étais en Arabie Saoudite, j'étais à Al Ahly de Jeddah, magnifique ville. Et Al Sadd d'ailleurs, c'est pas là où Raoul avait fini sa carrière? Si, tout à fait, ouais. Ouais. Et moi j'ai travaillé aussi à Al Sadd sur le club omnisport, donc j'étais préparateur physique que ça soit de la section volley, hand, foot, mais que pour les joueurs étrangers en retour de blessure, parce que c'est aussi une spécialisation chez moi, dans la réhabilitation. Et donc, je suis parti à Al Ahly de Jeddah, magnifique ville, extraordinaire, toujours avec Pierre Lechantre. L'épisode a été un peu court, mais j'ai adoré. C'est là où je me suis vraiment, à part le FCMS, c'est là où je me suis le plus éclaté professionnellement. Quand tu as la moitié de ton équipe qui joue en équipe nationale ou l'autre moitié qui joue en équipe olympique, tu te dis, bon, voilà. À partir du moment où tu as vraiment l'outil principal qui est le joueur, dans la qualité, c'était incroyable. Et après, de fil en aiguille, je suis retourné au Qatar parce que j'ai toujours des bonnes connexions. J'ai travaillé à Al Rayyan, à Al Celia, donc voilà, donc des clubs de première division. Et puis de fil en aiguille, après, tu crées des contacts, tu te crées un réseau qui te permet d'aller au Maroc. Bon, même si c'était sur du consulting au Mas de Fès. J'ai eu aussi la chance de faire la première qualification historique de la CAN des Comores, même si j'ai pas fait la CAN malheureusement, parce que comme je te disais tout à l'heure en off, quand tu mélanges la politique et le football, et en Afrique ça se mélange beaucoup, donc ils ont préféré prendre quelqu'un d'autre. Bon après voilà, c'est les aléas de la vie, ça devait pas se faire, point final, mais je suis très content d'avoir participé à cette qualification historique. Et pareil, je rencontre aussi des gens incroyables.
Donc non, humainement, oui, t'apprends aussi à être tolérant dans la vie de tous les jours. Mais par contre, les expériences à l'étranger m'ont appris à devenir intolérant professionnellement. C'est-à-dire qu'en partant à l'étranger, j'étais plutôt tranquille, quoi. Tu vois, ouais, t'arrives en retard. Ouais, t'as une excuse, tu vois. Et en fait, quand t'arrives dans ces pays-là, où tu dois prouver en permanence, encore plus quand tu viens pas du sérail, donc moi je viens pas du monde pro, je me suis élevé au monde professionnel en tant qu'entraîneur ou préparateur physique, voilà. Et ben là, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Donc, tu deviens intransigeant, intolérant professionnellement. Et c'est ce que je suis devenu en fait. Et ça m'a joué parfois des tours après quand je suis revenu en France, parce que à un moment donné, quand tu as connu un certain niveau et quand tu as connu beaucoup d'exigences avec des entraîneurs, c'est pareil, j'ai connu différents entraîneurs dans toutes mes expériences à l'étranger, j'ai connu des cultures d'entraînement différentes. Tu travailles avec des Sud-Américains, puis après tu travailles avec des Néerlandais, tu travailles avec des Espagnols, tu vas travailler avec un Français, tu vas travailler avec un Allemand, avec un Anglais. Et en fait, ça te permet de t'ouvrir culturellement sur ton activité propre. Et du coup, tu parles plusieurs langues alors? Je parle juste l'anglais, voilà. Okay. Et je pratique beaucoup, mais très très bien l'ironie. Mais c'est pas une langue officielle. Mais non, je parle que l'anglais malheureusement. Tu sais, les Français, on n'est pas adeptes des langues. Hein, donc malheureusement, j'aurais bien voulu apprendre l'espagnol. Donc voilà, mais non, mais en fait, cette ouverture de culture est incroyable parce que déjà, ça te permet toi de te remettre en question dans ton job. Parce que ce que tu apprends à la Fédération française de football, qui est des formations très poussées, très très bien, mais ça te permet de voir d'autres choses avec d'autres personnes. Voilà, moi, j'ai été très influencé par la méthode cover néerlandaise, tu vois, de l'Ajax, qui est vraiment la preuve. Hein, moi, je suis un socios du Barça, donc voilà. Donc, à un moment donné, tu vois très bien la patte de Johan Cruyff, tu vois, sur le jeu, tu vois, sur la Masia. Donc, ça te permet aussi de t'ouvrir. Et ça, moi, j'ai adoré. Alors, culturellement, humainement, c'est clair. Je passais plus de temps avec les étrangers, avec des Brésiliens. J'ai eu beaucoup de coachs brésiliens et d'entraîneurs brésiliens, de kinés brésiliens, d'entraîneurs gardiens de but brésiliens, de voir comment ils travaillent. Tu vois, et en fait, tu es confronté, toi, à ce que tu as appris, à ce que tu mets en place. Et donc, en fait, ça te permet d'être un peu plus humble, de remettre un peu les choses sur... tu vois, parce que nous, les Français, on a quand même une mauvaise réputation à l'étranger. Hein. Ils disent souvent ça veut dire que tu es un peu prétentieux. Tu vois. Et malheureusement, c'est le cas. C'est vrai que les Français, dans mon domaine en tout cas, à l'étranger, on est un peu prétentieux, quoi. Et donc, ça te permet d'être un peu plus humble, un peu plus ouvert. Et moi, ça, j'ai adoré, quoi. Et je le prône et je le dis. J'ai beaucoup de jeunes éducateurs qui passent leur formation, tout ça. Je leur dis, allez voir ailleurs, quoi. Voilà, allez voir ailleurs. Tu vois, là, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Suisse, j'étais à Neuchâtel. J'ai aimé aussi, même si les mentalités sont un peu compliquées, quoi. Voilà, je te parle pas du Luxembourg, parce que pour moi, c'est pas à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé un projet intéressant au Luxembourg. Donc voilà, mon dernier épisode de Swift a été très compliqué. Donc non, je dis ouvertement qu'il faut aller à l'étranger. Ouais, ouais. Et après, la problématique, c'est quand tu vas à l'étranger, t'es un peu oublié par ton système français. C'est pour ça aussi que moi, je suis revenu pour 2 raisons. Je suis revenu parce que mon fils avait 4 ans, il commençait à grandir, donc je le voyais très peu. Donc et ça, c'était un manque profond chez moi. Donc je suis revenu en France pour ça. Et je suis revenu aussi parce qu'à un moment donné, ouais, c'est bien. Alors, moi, j'étais pas connu comme personne, tu vois, en France. Mais à un moment donné, t'es pas reconnu, quoi. Voilà, tu veux travailler en France, ouais, ton CV à l'étranger, c'est bien, ouais. Mais en France, tu vois, en France, le problème de la France, c'est un peu, t'es cloisonné, quoi. Tu vois, c'est un peu comme l'éducation nationale. T'es mis dans une case. Ouais, mais tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu vois. Je fais de l'analyse vidéo, je suis entraîneur gardien de but, je suis préparateur physique. Alors, dans un système anglo-saxon, c'est open bar. Dans un système à l'étranger, dans un système français, c'est un peu plus compliqué. Ouais, on ne sait pas où il va. Bon, après, il faut juste instaurer des barrières. Tu vois, moi, j'ai adoré au FC Metz, j'ai adoré ma relation avec Christophe Maréchais. Tu vois, j'ai adoré parce qu'on échangeait, mais jamais je suis intervenu dans son domaine de prédilection parce que moi, au FC Metz, j'étais préparateur physique. Tu vois, j'étais pas en train de garder de but, mais par contre, on échangeait et j'adorais, quoi. Et j'adorais combien de fois moi je suis resté en train de regarder ses entraînements ou regarder les gardiens parce que c'est mon kiff, tu vois. Et tu sais très bien de quoi je parle. Donc voilà, mais faut juste bien instaurer les choses, tout simplement. Ok. Christophe Maréchais, c'est le premier gardien que j'ai vu au stade. Donc pour te dire, et à chaque fois que je le vois aux entraînements du FC Metz, c'est vrai que ça me met
Petit coup de nostalgie aussi, donc non, c'est un gardien aussi qui m'avait marqué. Ensuite, la prochaine question, c'était, tu as travaillé également avec Pierre Lechamp durant plusieurs années. Qu'est-ce que cette collaboration t'a appris en général? Ça m'a mis pied un peu à l'étrier sur le haut niveau. Voilà. Pierre, il a quand même gagné la CAN avec le Cameroun, il a gagné les Jeux Olympiques avec le Cameroun. Et puis ça a été un grand joueur de football aussi, Pierre. Donc faut pas l'oublier. Alors il est mis un peu sur le côté. Mais tu vois, c'est l'exemple type, Pierre, du gars qui a réussi à l'étranger, surtout en Afrique, parce qu'il adore l'Afrique. Moi aussi, j'ai aimé l'Afrique. Hein. Quand tu vas au Mali et que moi, j'avais la génération dorée du Mali. J'avais Gila, qui était à Lyon, Madrid. J'avais Momo Sissoko, Liverpool, Juventus, Fred Kanouté, Tottenham, Séville. J'avais des joueurs de fou, quoi. Et quand tu joues avec le Mali, c'est incroyable. Et j'ai adoré ce pays-là. Et j'ai une forte amitié pour ce pays-là, parce que j'ai beaucoup de connexions là-bas. Même au travers de Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de Maliens, donc j'ai beaucoup de connexions. Mais Pierre, m'a mis pied à l'étrier sur le monde pro, quoi. Ouais. Et dire, en fait, c'est peut-être ça que j'aurais peut-être envie d'aller là. Donc, Jean-Pierre Brucato, j'ai aimé, il m'a fait aimer l'entraînement et le leadership qu'il avait. Et Pierre m'a mis le pied à l'étrier sur le monde pro, quoi. Voilà. Sans le vouloir, parce qu'on n'était pas prévu de travailler ensemble. Mais après, il m'a emmené à Jeddah, il m'a emmené au Mali, donc ouais. Ok. Ensuite, je voulais te demander, tu passes par plusieurs clubs français, comme Cannes, tu l'as dit. On parle aussi du Red Star, Paris FC, Créteil ou encore Auxerre. On va parler après de Metz un peu plus en détail. Comment tu décrirais cette progression dans ta carrière? Écoute, moi, ma progression, comme je te l'ai dit, je marche au feeling. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne l'avais pas planifié du tout. Pas planifié. À la base, je devais travailler à Créteil quand je rentre du Qatar, avec Olivier Frappoli, qui est à Laval, qui est un ami. Et c'était quasiment fait. Et en fait, ça se fait pas parce que j'ai un coup de fil de Patrice Carteron pour aller à Cannes. Et quand tu es footeux, tu sais ce que représente Cannes. Moi, quand je pense à Cannes, je pense à Zidane. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, tu penses à Zidane. Mais plein de monde pense à Zidane. Moi aussi, je pense à Zidane. Mais moi, j'étais très dans l'éducation, tu vois. Donc, j'étais longtemps éducateur. Donc, tu sais que Cannes, comme le FC Metz, sont des clubs formateurs qui sortaient des joueurs. Et donc, Cannes, moi, ça me faisait parler. Alors, et pourtant, le Sud-Est, j'ai rien contre les gens du Sud-Est, hein, mais le Sud-Est, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je viens de la banlieue parisienne, tu vois. Je suis pas du bling-bling, quoi. Donc, mais je décide d'y aller sur un coup de tête. Je décide de prendre l'avion. Quand je reçois le coup de fil le mercredi, le jeudi, je suis dans l'avion. Et le vendredi, j'ai signé mon contrat à Cannes. Et pourtant, j'habitais Paris. Et donc, ça a été très compliqué pendant 2 ans. Mais j'avais pas planifié. Voilà, je voulais juste revenir dans le football, remettre en place les choses que j'avais pu voir par d'autres cultures, par d'autres nationalités, et mettre en place les choses. Et donc, la première année à Cannes, ça a été très compliqué, même si on a failli monter. Mais bon, il y a eu des... Voilà, je ne vais pas revenir sur les aléas de Arles à Avignon et ceci, cela, mais on a failli monter avec Patrice, on n'est pas monté. Patrice, après, il a eu sa carrière, il est parti à Dijon. Donc moi, je suis resté une année, j'ai eu Albert Raymond, ça a été beaucoup plus compliqué avec Albert. Et j'étais là que préparateur physique. Sur la première année, j'étais préparé et entraîneur gardien de but. Mais voilà, ça m'a permis aussi de garder des contacts avec certains joueurs. On avait des bons joueurs, comme Eric Boterek, par exemple. Voilà, j'ai pu entraîner, et je suis toujours en contact avec lui, avec Robert Malm. Et j'avais comme attaquant, quand même, j'avais Yann Koller et Robert Malm. Ma ligne d'attaque. Robert Malm et Yann Koller. C'est incroyable, quoi. Donc, je me suis éclaté. Puis après, je suis remonté et j'ai travaillé avec mon meilleur ami, qui est Alain Mboma, le frère de Patrick. Mais j'aime pas dire le frère de Patrick parce que Alain a une personnalité. Alain, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et pour moi, même s'il n'est pas estampillé pour les gens de tout le monde, entraîneur professionnel, pour moi, je crois que ça a été, et je dis pas ça parce que c'est mon meilleur ami, mais je pense que c'est le meilleur entraîneur que j'ai pu avoir, avec qui j'ai travaillé, au-delà de Philippe, tu vois. Mais Alain a cette personnalité, a ce leadership qui était incroyable, et cette qualité et cette justesse d'analyse des situations au moment T, qui était capable de résoudre en plein match. Et ça, c'était incroyable. Et donc, j'ai travaillé au Red Star, je suis remonté en CFA au Red Star. Et là, j'étais entraîneur adjoint et préparateur physique, associé à Randy Fondelot, qui est maintenant à Marseille, avec Habib Bey. Et donc... Tu as travaillé avec Habib Bey aussi? Non, j'ai pas travaillé avec Habib Bey. Okay. Non.
Et donc, on est monté en national par la voie administrative, Mhm. parce que c'était le meilleur deuxième. C'était Quevilly, de Brouard qui montait. On est monté en national, et puis ça se passait mal avec le président Haddad, le président du Red Star. On est parti au Paris FC, avec Alain, où là, j'étais aussi entraîneur adjoint, préparateur physique. Année très compliquée en national, très compliquée. On arrive à se sauver. Et puis c'était très compliqué parce qu'on était dans une mauvaise... On est arrivé au mauvais moment parce qu'il y avait deux co-présidents. C'était compliqué entre M. Cotteret et M. Ferracci. C'était très compliqué. Voilà, donc on a été évincé. Et puis, j'habite à 5 minutes de Créteil. Donc j'ai l'opportunité de partir à Créteil en tant qu'entraîneur des gardiens de but avec Jean-Luc Vasseur. Et donc ça se passe plutôt bien, Créteil-Lusitanos, donc en Ligue 2, ça se passe plutôt bien. National Ligue 2, Ligue 2, et puis j'ai une opportunité de partir à Auxerre. Donc quand je te disais, il y a parfois... Quand tu étais à Créteil, juste, c'était en quelle année? 2012-13, 2013-14. Ah ok, d'accord, je Voilà. pensais que c'était peut-être plus anciennement, parce que Non. je pensais à David Terrier qui avait fini sa carrière à Non, Créteil, non. donc je me demandais... si- Et donc là, tu vois, que je te disais, tu as des clubs qui t'appellent comme Cannes, comme FC Metz, bah, Auxerre t'appelle avec Jean-Luc Vanucci. Et là, tu dis, tu peux pas refuser, quoi. Tu peux pas refuser Auxerre. Donc je vais à Auxerre en tant que préparateur physique. Et puis bon, ça s'arrête un peu brutalement. Là, je suis sur le carreau et donc je fais l'UNICATEF. Je suis adhérent à l'UNICATEF. J'ai fait 10 mois vers l'emploi. Donc maintenant, ça s'appelle Masterclass, je crois. Où d'ailleurs Philippe intervient énormément. Et c'est là que je rencontre Philippe vraiment dans l'intimité, parce que Philippe, j'ai toujours rencontré Philippe dans les matchs amicaux que je faisais, que ce soit à Cannes, que ce soit à Auxerre, que ce soit à Créteil, au Paris FC, au Red Star. On jouait contre Laval. Et donc à chaque fois, je le rencontrais. Donc Philippe Hinsberger. Hinsberger, ouais, Ok. Philippe Hinsberger, ouais. Bah, dans mon langage, Philippe, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Ouais, c'est là que je suis dans l'intimité avec Philippe. On échange, on voit qu'on a quand même pas mal de points communs. Et puis alors 10 mois vers l'emploi, c'était une semaine par mois. Et on faisait soit du média training, on remettait en place un petit peu, on faisait de l'anglais entraînement, on mettait en place des séances d'entraînement, on faisait du leadership. Donc c'était vraiment très très bien. C'est ce que fait l'UNICATEF, c'est très bien par rapport à ça pour redonner confiance aux entraîneurs qui ont plus de contrat, qui sont sur le carreau. Et ça fait du bien aussi, parce que quand tu es dans un milieu comme celui-là, tu es toujours dans une machine à laver. Et c'est très éreintant, c'est très fatigant. Et encore plus pour les entraîneurs. Ah, d'accord. Et donc là, au mois de décembre, il m'appelle, je me rappelle, il m'appelle le 21 décembre. Moi, je suis sur Paris, je suis en train de faire les courses, et il m'appelle, il me dit, écoute, je suis à Metz, et je signe à Metz. Est-ce que tu veux venir? 21 janvier 2015. Le 22, j'ai pris un train. Je suis arrivé ici. Et le soir, j'ai signé mon contrat avec Philippe Gaillot. Et au moment-là, tu connaissais rien de la ville de Metz, du Rien coup, du tout. avant de venir. Non, rien du tout. Et je te dis sincèrement, tu vois, je voulais jamais travailler en Arabie Saoudite, et j'étais travaillé en Arabie Saoudite. Je voulais pas travailler à Cannes, j'étais à Cannes. Je voulais pas forcément aller dans le Grand Est, excusez-moi, hein, mais voilà, ça m'attirait pas forcément. Et je vais à Metz. Bah, après, quand t'as Metz qui t'appelle, c'est pareil. Tu vois, moi, j'étais gardien de but. Mon père m'a fait découvrir Metz au travers de 1984 face à Barcelone. Et donc j'ai toujours aimé ce club-là. Tu vois, ce club-là m'a toujours titillé. Et pour te dire, je jouais avec bas blanc, short grenat et maillot grenat quand j'étais gardien. Dans les clubs où je pouvais jouer comme ça. Parce que je l'ai trouvé classe. Tu vois, je trouvais classe cet ensemble-là, quoi. Et là, quand il me dit Metz, bah ouais, j'y vais, quoi. Donc en fait, le 22 décembre, je vais à la gare, je suis dans la voiture, je suis au restaurant, je suis au club, je repars à la gare. Donc j'ai rien vu de la ville. Mais ça m'attire. Et puis, t'as eu le temps de voir le temps il faisait bien froid, à mon avis. Il faisait froid le 22 décembre. Et il me dit, écoute, ça t'intéresse? Je dis, bah ouais, bien sûr que ça m'intéresse. Je serais stupide de me dire que ça m'intéresse pas. Et donc j'accepte contre l'avis de beaucoup de gens autour de moi. Tu vois, c'est bizarre, mais bon. Et en fait, j'accepte. Et puis je viens le 27, je loue une camionnette, je loue même pas, non, je loue un Scénic, je mets toutes mes affaires. Alors quand t'es préparateur physique, un préparateur physique, c'est un peu un geek de l'entraînement. Il y a beaucoup de matos. Donc j'ai beaucoup de matos, plus mes affaires perso. Donc je mets tout dans le Scénic. Et je débarque ici le 26 pour faire le premier entraînement le 27 à 8h. Je connais ni l'entraîneur adjoint, je connais ni Christophe, je connais personne à part Philippe. Avec qui ça a matché tout de suite lors de ce DMVE, quoi. Ce 10 mois vers l'emploi. Et puis voilà, j'y vais en partie pour Philippe.
Et après, j'y vais pour le FCMS. Et après, j'y vais pour le challenge, parce que quand le président me dit, c'est simple, vous montez, faut monter. Et donc, Parce qu'au moment-là, en plus, c'était Philippe, il reprend l'équipe. Parce De que Riga. José Riga, il se fait évincer à Voilà. la trêve, parce que je sais C'est plus ça. combien on est. Non, on est milieu de tableau même ou... pas. Non. Ah non, vous êtes 3e. Je suis pas sûr qu'on Ah, on si, était si, sur si. le podium. Ah si, vous Ah, je étiez- pensais qu'on était peut-être Si, plus si, vers c'est le 4e, 5e. d'où cette décision Ouais. qui a été faite, qui a été un peu prise comme ça. Mais bon, il y avait des tensions. Ce que j'avais cru comprendre, il y a des tensions dans le club, tu vois, par rapport à comment ça fonctionnait. Donc, et puis, voilà, le président a voulu changer, a voulu prendre Philippe, une figure emblématique du club, ce qui est tout à fait normal. Et donc voilà, et puis donc, t'as pas le droit à l'erreur. Et là, tu arrives ici au SMS, tu as 32 mecs sous ta direction, 14 nationalités. Oui, je me rappelle. Wow, ça, c'était une saison vraiment... 8 joueurs en prêt que tu dois t'occuper, et tous t'es les tout seul. Portugais qu'il y avait aussi. Et t'es tout seul, en prépa physique, à gérer. Et Donc- toi, tu parlais déjà l'anglais au moment? Ouais. Ok. Et donc, c'est compliqué, tu vois. Donc, dans ta gestion de travail, c'est compliqué. Quand je te parlais de machine à laver, là, j'étais vraiment dans une machine à laver sans le mot d'essorage. Tu vois ce que je veux dire? J'étais tout le temps à bloc. Et, mais ça m'intéressait parce que tu avais un challenge de monter en Ligue 1. Tu allais toucher le Graal. Donc, déjà, quand tu es en Ligue 2, tu es éducateur, amateur comme moi j'ai été dans Ligue 2. C'est quand même le Graal, quand même. Tu vois. Et là, tu te dis, l'objectif, c'est de monter en Ligue 1. Avec en plus un staff extraordinaire, avec que des bons mecs. Et tu te dis, ouais. Puis après, tu apprends à découvrir la ville. Moi, je suis resté 3 mois et demi à Citadelle. Donc, j'ai appris à amener... Et puis, j'étais tout seul, ma famille n'était pas là. Donc, j'ai appris à découvrir la ville, à découvrir les gens. Et là, je suis tombé amoureux de la ville, quoi. La preuve, je suis encore ici, tu vois. Donc voilà. Donc là, tu es dans une machine à laver, tu montes en Ligue 1, dans un scénario incroyable. À Lens, tu montes pour un but. Tu te dis, c'est le destin. Donc, tu me parlais, quel est mon plan de carrière? J'ai pas de plan de carrière, tu vois. Je me laisse porter. Et donc, voilà, tu arrives, tu montes en Ligue 1, c'est une consécration, quoi. Tu vois, mon père était parti en 2006, et lui, son rêve, c'était de me voir évoluer dans un club professionnel. Donc voilà, donc là, tu arrives à toucher ce que tu voulais, quoi. Et puis, tu découvres le FCMS, et puis voilà, et puis tu t'investis à mort, quoi. Tu mets en place plein de trucs, tu as une confiance absolue de Philippe à ma faveur. Et puis, tu arrives à te maintenir à 4 journées de la fin. Tu bats le Lille de Antonetti à 2-0 là-bas. Donc, tu vois, c'était un truc de fou, quoi. Donc, bon, après, il y a une descente, mais le président me fait confiance, me garde. Tu découvres Frédéric Hans, la rigueur. Puis après, malheureusement, tu descends. Et donc, tu refais une année en Ligue 2 avec Fred Antonetti qui t'apprend un professionnalisme de malade, avec aussi une rigueur propre à lui, que je connaissais déjà par l'intermédiaire de Nicolas, puisqu'il m'en avait parlé, parce qu'il a été son préparateur physique pendant de longues années. Et donc, tu apprends aussi là, tu vois. Et là, mais alors, le seul petit bémol, c'est que je suis tout seul quand je fais tout ça. Tu vois, en tant que terme de préparateur physique, quand tu as tous les clubs de Ligue 2, Ligue 1 de mon époque, ils sont 2 ou 3. Et toi, tu es tout seul. Et c'est dur. Et à un moment donné, comme j'ai dit au président, surtout quand on descend en Ligue 2, moi, je suis persuadé que mon aventure s'arrête au FCMS. Et je lui dis concrètement, président, j'ai fauté. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas tout faire. Quand vous êtes tout seul, vous loupez des choses. Hein. Et c'est là que, tu vois, le fait d'avoir travaillé à l'étranger m'a apporté cette maturité et cette introspection de dire, à un moment donné, oh non, ce que tu fais, c'est peut-être bien, mais il faut pas se glorifier et tu as loupé des choses. Quand tu as des mecs qui sont que 42% présents aux entraînements, c'est que toi, dans ton taf, en tant que préparateur physique, je juge pas les autres, je juge mon job. T'as pas dû faire les choses correctement à un moment donné. Mais parce que t'as tellement de choses à faire. Voilà, c'est incroyable. Et donc, bon, après, arrive malheureusement, donc je remonte quand même en Ligue 1 avec Fred Antonetti. Et puis après, bon, parce qu'il y a une incompréhension avec l'entraîneur intérimaire qui était à l'époque Vincent Ognon, qui lui m'a strictement rien appris, voilà, concrètement. Voilà, et comme j'avais un contrat d'1 an à 1 an à chaque fois, ça aussi c'est pareil, c'est dur à vivre mentalement, tu vois, t'as toujours le couteau sous la gorge. Et donc, voilà, l'histoire s'arrête, quoi. Et avec beaucoup de tristesse. Alors moi, je l'ai mal vécu, mais mon fils l'a très très mal vécu. Mon fils a très mal vécu cette période-là, mon fils était en sport études natation ici, il a très mal vécu parce qu'il s'est identifié totalement au FCMS. Voilà. Donc moi, j'avais pris un peu de recul, mais bon, d'où cette création d'ici. Mais voilà, donc après, ouais, bien sûr, il y a eu d'autres épisodes après dans le football, avec l'histoire du Comore, j'ai fait fait 3 clubs au Luxembourg,
Et après, avec l'histoire de Neuchâtel, c'était aussi une belle aventure aussi. Voilà. Et justement, je vais te poser une question parce que là, j'ai aussi interviewé un joueur que tu as pu côtoyer quand tu étais avec Fred Hans. C'est Julian Palmieri. Il m'avait dit qu'avec Fred Hans, il était peut-être arrivé au début de saison. Ils auraient pu faire quelque chose parce qu'en fait, il me disait que Fred Hans n'avait pas forcément eu le temps de pouvoir mettre en place quelque chose, qu'il était déjà surpris aussi des installations qui n'étaient pas les installations d'aujourd'hui au FCMS. Ah oui. Ah, bien sûr. Et il a dit qu'il était, il était choqué. Donc, je veux savoir comment ça s'était passé. Parce que toi, en plus, tu quittes Philippe, du coup, toi tu restes, mais Philippe part. Bah, moi, quand Philippe est sorti avec Gilles, ouais, ça a été une déchirure. Bah, ça a été tellement une déchirure que moi, je suis en compétition avec mon fils. On venait de perdre 4-0 contre Dijon, je crois. Et donc, le président lui dit que c'est fini. Moi, je fais ma lettre de démission. Parce que dans tous les clubs où je suis passé, ou dans toutes les sélections que je suis passé, chaque fois que mon entraîneur numéro 1 était démis de ses fonctions, moi, je donnais ma démission. Okay. C'est ma notion de staff. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si l'entraîneur est démis de ses fonctions, est sorti, c'est que pour le président ou pour le comité, il a fauté. Donc si lui, il a fauté, moi, j'ai fauté, forcément. Tu vois? Donc, mais c'est ma logique à moi, hein. C'est pas la logique de tout le monde. Donc moi, j'ai posé ma démission et Philippe me dit non, toi, tu restes. Philippe Inzberger qui me dit de rester, qui a forcé que je reste, qui a dit au président que je reste pour pouvoir continuer à mettre en place ces choses parce que quand moi je suis arrivé, il n'y a pas grand-chose qui était mis en place dans la préparation physique, c'est-à-dire les ressentis d'effort, le suivi des joueurs, l'analyse data, l'analyse GPS, tout ça n'était pas mis en place. C'est moi que j'ai mis en place avec le staff médical qui est toujours d'ailleurs en place d'ailleurs avec Jacques Muller et Gauthier. Et suivi avec Patrice maintenant l'huilier. Et donc, c'est lui qui m'a dit de rester. Donc oui, ça a été une forte déchirure. Ouais, pour moi, ça a été très compliqué. Mais après, t'as pas le temps. La priorité, c'est l'entité, quoi, c'est le club. Donc tu dois vite te remettre et te dire, toi, ce que tu ressens, tu dois mettre de côté et puis tu dois travailler, tu dois être à la disposition du nouveau coach. Et donc après, ouais, je suis un peu, ce que dit Julien, c'est un petit peu, Julien, après, il est peut-être non plus pas trop objectif parce que lui, il connaissait déjà Fred Hans, déjà avant. Et puis il est pas resté longtemps. Et il a dit, je suis venu à Metz pour Fred Hans. Moi, je sais que Philippe, quand il était là, Philippe, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question, qui écoutait énormément tout le monde dans son staff et qui était aussi à l'écoute de ses cadres, joueurs. On a eu, au moment de cette période-là, on a eu énormément de blessés. On avait aussi une équipe vieillissante, d'accord ? Parce que prendre des joueurs, c'est bien. Avec des noms, c'est bien. Mais vous aviez aussi des caractères compliqués à gérer, non ? Au-delà de ça, faut peut-être aussi regarder, et ça, j'en ai discuté beaucoup avec d'autres préparateurs physiques, quand vous prenez un joueur, il faut prendre aussi le passeport médical du joueur. Savoir ce qu'il a fait sur les 2-3 dernières années, savoir comment il était. On a eu beaucoup de blessés dans cette période-là. Au moment où on n'a pas eu les résultats avec Philippe. Il faut en tenir compte. C'est pas que des excuses, mais il faut en tenir compte aussi. Donc, quand t'as pas tous tes meilleurs joueurs au moment T, c'est compliqué, à un moment donné. Hein. Ce que j'entendais beaucoup de commentaires sur Stéphane Lumignon ou Benoît Tavenot, là. Sur, on voit l'importance que, justement... Mais à un moment donné, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. Si t'as pas l'outil principal, qui est le joueur adapté, c'est un peu compliqué. Tu vois par exemple un Boubacar Traoré qui n'avait pas joué pendant un an, Habib Diallo qui s'est un peu perdu en Arabie Saoudite, on l'a bien vu qu'ils Donc à un moment donné, c'est facile de tirer à boulet rouge sur des entraîneurs, mais à un moment donné, il faut savoir les éléments que tu as ou pas. Après, Fred arrive. J'ai beaucoup aimé, moi, la relation, le travail avec Fred, encore plus avec Arnaud, son adjoint, Arnaud Cormier, qui est pour moi un entraîneur un peu méconnu, un peu comme Alain Mboma, tu vois. Ce sont des mecs qui peuvent tu vois, des profils. Alors, je mets des pointillés à un profil un peu à la Pierre Sage, tu vois, qu'on ne voit pas venir. Des bons éducateurs, des bons formateurs, mais à un moment donné, si tu leur donnes pas la chance, c'est compliqué. Et tu vois, Alain comme Arnaud, c'est dans cette catégorie-là, moi je pense, tu vois. Et puis après, bon, il y a eu Fred Antonetti qui est arrivé avec sa gouaille, avec ses méthodes, avec son charisme qu'il est, hein, voilà. Après c'est pareil, ça fonctionne pas, ça dépend. Moi j'ai beaucoup aimé Fred Antonetti parce que je sais pas, j'aimais bien sa personnalité, j'aimais bien aussi la saison, malheureusement on était sous Covid, mais c'est la saison où on a fait le meilleur classement que j'ai vu avec le FCMS, on avait fini 10e. Je voulais savoir un petit peu comment il était au quotidien. Parce que apparemment c'était vraiment bien au début, tous les joueurs ont vraiment bien aimé sa méthode, parce que j'ai vu une interview par exemple d'Alexandre Oukidja et il disait qu'au bout d'un moment, c'était compliqué à suivre aussi de manière... Oui, mais ça c'est un peu mal fait. Mais ça c'est toujours pareil, ça s'appelle, à un moment donné, je pense que
les méthodes qui sont mises en place, c'est vrai qu'il faut être capable de pouvoir se remettre en question, de pouvoir... après, tu sais, tes semaines et tes jours d'entraînement sont toujours liés par rapport au match qui va arriver ou le match d'après. Donc, ça fait qu'à un moment donné, tes méthodes, tu dois toujours un peu les adapter, les jongler. Et donc, ça met parfois des joueurs dans une incertitude. Donc tu crées des routines d'entraînement, ce que faisait très bien Fred. Tu mettais des routines d'entraînement et après, tu t'adaptes en fonction des adversaires que tu vas avoir. Et après, tu dois t'adapter aussi en fonction des blessures, en fonction des suspensions, de plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, après, c'est bien sûr, quand ça arrive, quand tu as une nouvelle personne qui arrive, c'est toujours un nouvel élan, un nouvel essor. Mais à un moment donné, ça peut se fatiguer. Et c'est là que c'est difficile, le métier d'entraîneur, comme de métier de préparateur physique ou d'entraîneur de gardien de but. Parce qu'il faut toujours, à un moment donné, alimenter des gens qui sont dans une mode de consommation. Un joueur de foot, ça consomme. Mais à un moment donné, il faut aussi que le joueur de foot soit capable, à un moment donné aussi, de passer de l'autre côté et de se rendre compte que tu as beaucoup de joueurs qui deviennent entraîneurs. Le meilleur exemple, c'est Compagnie. T'as beaucoup de joueurs qui viennent, des grands joueurs qui ont été des grands joueurs qui deviennent entraîneurs et qui se rendent compte un petit peu. Facile de donner des conseils quand t'es devant une caméra, mais après quand t'es dans les mains dans le cambouis, c'est un peu plus difficile. Mais ce que je veux dire, à un moment donné, c'est oui, t'as les méthodes qui sont là, et après il faut savoir être capable de se renouveler, mais que le joueur doit être capable aussi de s'adapter. C'est pas que l'entraîneur qui doit s'adapter. L'entraîneur doit s'adapter forcément, et le joueur doit aussi s'adapter à un moment donné. Et ça, c'est un peu plus difficile par contre, tu vois, parce que plus jeune, moins de recul, tu vois, des attentes, des envies, des égos mal placés, c'est toujours pareil. Après, Fred, comment il était, j'adorais moi travailler avec Fred, dans le sens où moi chaque semaine, tous les lundis, on venait, il me prenait 20 minutes dans son bureau, il me disait comment tu vois la semaine, sur la charge physique, comment tu vois la semaine. Et donc comme il savait que j'étais aussi un entraîneur de football, tu vois, un éducateur de football, je suis pas qu'un simple préparateur physique athlétique, je suis un préparateur physique football, d'accord. Lui forcément, il me demandait un petit peu comment je voyais les choses. Donc voilà, moi je lui expliquais ma planification. Je savais que le dimanche soir je travaillais, je savais que le lundi j'avais 20 minutes avec lui en tête-à-tête, et 20 minutes en tête-à-tête avec lui, il faut les tenir parce que il y a beaucoup de désaccords. Et c'est lui qui décide toujours. Et à partir du moment où c'est lui qui décide, même si toi tu as prévu quelque chose et que c'est lui qui dit non, on va faire ça, ok, tu t'adaptes. Et là, tu t'es derrière ton coach et tu fais des choses pour ton coach. D'accord ? Et ça aussi, il faut être capable de le faire. Mais il avait des attentes très, très exigeantes sur la méthodologie de travail, sur comment tu vas travailler, les temps de repos, les temps de travail. Tu vois, moi, j'étais en 2017, je crois que j'étais l'un des premiers à travailler avec un drone. J'ai filmé mes séances. Et donc, je faisais des retours. Il adorait ça, que je lui fasse des retours. Quand il est arrivé au club, que je lui fasse des retours avec le drone. Comme par exemple, moi j'aime bien travailler l'intermittent tactique en fonction du système que l'entraîneur met en place. Donc sur la synchronisation des déplacements des uns et des autres, que ça soit sur une ligne d'offensive, une ligne de milieu, une ligne d'attaque, sur un pressing, un replacement, un contre-pressing. Et ça, il a adoré, tu vois, donc on travaillait beaucoup là-dessus. Donc c'était très intéressant. Je voulais te demander également, quand on est préparateur physique dans un club professionnel, à quoi ça ressemble concrètement une journée? Tu disais que c'était une méthode de travail où tu dois t'adapter aussi à l'entraîneur, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui ne peut pas forcément se prévoir, c'est semaine après semaine, voire même des fois peut-être jour par jour aussi, alors, il faut que tu saches que quand tu es un préparateur physique, c'est un club pro, tu as une planification, d'accord? Okay. La planification, c'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait avec l'entraîneur. Okay. Oui, bien sûr. Et donc ta planification, tu la mets en place, et donc en fait, c'est une planification à faire au crayon papier, parce qu'elle est modifiable en permanence. Donc, en fonction du nombre de matchs, en fonction des matchs, en fonction de l'organisation de ta saison, matchs de coupe, les échéances, les trêves internationales. Donc, tu as tout ça à tenir compte. Donc, quand tu as cette trame-là, tu fixes ton entraînement sur une partie, on va dire, il y en a qui le font bimensuel, il y en a qui le font sur un trimestre, d'accord? Moi, j'aimais bien travailler mois par mois. Donc, j'aimais bien modifier mois par mois. Parce que dans la préparation physique, les aléas, c'est la blessure. Donc, à noter que quand même pendant 2 ans, le FCMS a été numéro 1 devant les grands clubs en termes de joueurs non blessés et en retour de blessure. Et là, je tiens à féliciter le staff médical avec qui j'ai travaillé parce que c'est trop facile de tirer la couverture pour soi. C'est pas que moi. Heureusement que c'est pas que moi parce que le staff médical a fait son taf. Les kinés, les médecins, ils ont fait leur taf. Et donc, sache quand même que le FCMS, pendant 2 ans,
on a été le club qui a ramené le plus rapidement les joueurs blessés. Donc ça, c'est une étude qui est faite par la Fédération française et par la LFP. Donc tu es obligé à chaque fois de jongler avec ça. Et surtout des attentes de l'entraîneur. D'accord ? Et après, la donnée qui rentre, les résultats. Parce que voilà, tu as beau faire une belle planification, si les résultats sont pas là, ça sert à rien. Donc, une journée type, je vais t'expliquer la journée type. Je vais t'expliquer une journée type pour un préparateur physique comme moi qui était tout seul. Parce que je peux pas te dire comment c'est quand tu es à plusieurs. J'ai jamais travaillé à plusieurs. Et c'est mon grand regret. Hein, parce que moi, ça faisait 6 mois que j'étais au FCMS, j'ai demandé à avoir quelqu'un qui puisse, par exemple, lire juste les datas. Pour déjà m'enlever une charge de travail. Ça m'aurait enlevé 5-10 heures. Que j'aurais consacré soit à la réhabilitation de joueurs, soit au suivi de joueurs, soit à l'entraînement. Donc ma journée type, c'était, et je vais prendre la journée type, où quand mon fils était au centre de formation, il était en sport-études natation. Pendant quasiment 3 ans, je me levais à 5h30 le matin, parce que mon fils nageait à 6h. 6h15 dans la piscine, à Schumann. Donc, mon fils nageait quasiment tous les matins à 6h15 à part le mercredi. Donc, moi, je me levais, mais j'allais pas me recoucher. Je l'emmenais à Schumann, à la piscine de Schumann, à son collège. Puis après, au lieu de repartir chez moi, j'allais au stade. Au stade, je faisais ma séance de sport. Je te dis ça, pourquoi ? Parce que ça, je pense que, et je lis beaucoup sur le management, sur le leadership. Je pense que si un entraîneur n'est pas sain sportivement dans sa tête et dans son corps, il peut pas suivre le rythme. Regarde, on prend le meilleur exemple, c'est Luis Enrique. Est-ce que tu as vu à un moment donné, il était torse nu, est-ce que tu as vu comment il était ? Ouais. Donc à un moment donné, si un entraîneur n'est pas capable, alors il faut pas être non plus Big Jim, hein, mais faut avoir une certaine hygiène. Donc moi, en tant que préparateur physique, je me disais, je dois tenir la route, malgré que j'ai un genou prothésé, que j'ai 2 hernies discales, tu vois, que j'ai bien morflé moi dans ma vie de sportif. Il faut quand même que tu sois quand même concordant avec ton métier. Donc je faisais mon sport. Hop, on avait mis en place le petit déjeuner le matin, donc j'allais au petit déjeuner. Bien sûr, entre-temps, j'avais déjà préparé un peu ma séance. Derrière, moi je suis très relationnel avec les joueurs. Donc je tiens, c'est un point d'orgue pour moi, je parle avec tout le monde. Et quand je parle avec tout le monde, je prends des infos de tout le monde. Ta petite, elle est malade, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que toi tu es malade, est-ce que tu es fatigué, ta situation, après on peut rentrer dans l'intime aussi, tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui se livrent aussi. Pas qu'aux médecins, pas qu'aux kinés, parce que les kinés et les médecins sont quand même une source d'information importante. Derrière, forcément, alors moi j'ai mis la plateforme MyCoach, avec qui je travaille depuis des années, qui est la RPE Pro, donc là c'est extraordinaire pour les clubs professionnels, où tu as tout de suite en live le ressenti des joueurs. Savoir s'ils ont bien dormi, mal dormi, s'ils sont malades, s'ils sont fiévreux. Donc tu as déjà une première cartographie, grosso modo à 8h30, tu sais à peu près qui c'est qui est bien, qui c'est qui n'est pas bien, qui c'est qui va s'entraîner, qui ne va pas s'entraîner. Bien sûr, entre-temps, tu vas voir le staff médical, tu as un retour avec le médecin, un retour avec le kiné. Arrive 9h, très rapidement, tu sais que dans 10 minutes, il faut que tu ailles installer tout en place. Alors si en plus tu as un circuit, tu es dans ta séance forte, tu as beaucoup de choses à installer. Donc, et quand tu es tout seul, heureusement que Christophe m'aidait énormément là-dessus. Et donc derrière, tu fais le point, tu mets en place les GPS, tu donnes les GPS à tout le monde. Et après, tu vas t'installer sur le terrain. Donc nous, on n'était pas frescati. Donc tu prenais le vélo, bim, tu allais installer le matos, tu revenais, tu faisais un point avec l'entraîneur. Ok, on fait ça. Ok, t'en as pour 20 minutes. Ok. Et là, bim, après t'enchaînes. Et là, tu dois être dans ta séance. Ce que tu amènes aux joueurs, déjà, il faut que ça soit cohérent, concret, validé par l'entraîneur, que l'entraîneur aime, que les joueurs adhèrent complètement, et tu expliques aussi aux joueurs pourquoi tu fais ça et pas ça. Donc là, bim, t'enchaînes sur ta séance bien dynamique, et après, ça sur l'échauffement ou ta séance forte, et après, bim, tu les balances à l'entraîneur. Et toi, tu dois être tout le temps en surveillance. Alors, soit tu as un joueur en réhabilitation avec un kiné, soit tu n'es pas en réhabilitation avec un joueur, donc tu es attentif à ce que met en place l'entraîneur, avec ses entraîneurs adjoints. Et puis, donc il ne faut pas que tu sortes de ton cadre de préparateur physique. Il ne faut pas que tu sois spectateur, il faut que tu sois aussi acteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu dises, toi que tu es un entraîneur et tu te dis, ouais, tiens, moi j'aurais fait ci, ça. Non. Tu regardes les joueurs, tu es très attentif à le comportement, au body language des joueurs, pas dans l'investissement,
mais sur un pépin, une blessure ou ceci, cela. Alors moi, en plus, j'avais les GPS en live, donc je pouvais, moi, voir en live, en termes de cardio, alors pas forcément en distance, mais surtout en termes de cardio, savoir où est-ce qu'ils étaient. Donc je pouvais voir si un joueur était dans le rouge très rapidement ou anormalement, c'est dur à dire ça, dans le rouge par rapport à un exercice mis en place, tu vois, sur une sorte de passé-va, si tu es dans le rouge tout de suite dans ta zone 5, bah, c'est pas logique, quoi. Donc tu as des retours avec les joueurs pendant les pauses d'hydratation, un retour avec l'entraîneur s'il t'appelle, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça. Puis après, tu rentres, bah, tu défais tout le matos, hein, parce que les joueurs, parfois, ils oublient de retirer le matos, donc toi, tu retires le matos, tu y retournes, tu récupères les GPS, tu les charges, tu vas discuter avec les joueurs, tu vas discuter avec le médical, savoir s'il y a eu un pépin, ceci, cela. Donc, tu vois, ta journée, là, elle est bien entamée, depuis 5h30, hein, tu vois, elle est bien entamée. Hein. Et tu charges vite tes GPS parce que parfois, il y a l'image de Fred Antonici qui voulait tout de suite avoir les retours. Si tu as fait filmer le drone, bah, tu fais ton drone. Les gens, tous les jours ont fini de prendre leur douche, de s'habiller, on va peut-être manger. Toi, tu es encore en tenue. Tu prends vite une douche pour aller manger. Tu sais que l'après-midi, tu as peut-être 1 heure de battement pour pouvoir un peu te reposer. Parce qu'après l'après-midi, soit il y en a doublé, soit tu as des joueurs en réhabilitation à t'occuper, de retour de blessure. Donc là, tu es encore avec le staff médical qui revient vers 15h. Donc toi, tu es là, tu mets en place les choses, tu prépares peut-être ta séance d'après, tu prépares peut-être la semaine d'après. Tu modifies, tu gommes ta planification en fonction d'eux. Puis tu fais les rapports individuels. Et puis après, arrive 15h, tu as ton joueur qui arrive ou tes joueurs qui arrivent en rééducation. Et donc là, c'est encore du travail. Et tu as fini ta journée, bah, il est 18h30. Et puis tu reprends ta voiture, tu vas chercher ton fils, et puis tu rentres à la maison. Et tu dors et c'est reparti. Tu manges pas, tu dors. Voilà. Quand je te parle de lessiveuse, alors ça, c'est ce que j'ai vécu, moi, au FC Metz, pendant mes presque 4 ans, parce que j'étais tout seul. Et c'est pas le bon mode de fonctionnement. C'est pas le bon mode de fonctionnement. Au Qatar, je disais, il faut que tu aies un staff médical qui soit, primo, indépendant de ton staff technique, s'il est bon, que tu le gardes, d'accord, et que tu aies un staff, on va dire, de performance, maintenant les clubs le mettent en place, de performance manager, de performance coordinateur, qui puisse se reposer sur une personne, sur 2 personnes, sur 3 personnes. Maintenant, tu as un mec qui est au-dessus, qui chapeaute peut-être 2 ou 3 préparateurs physiques, et donc c'est un staff dans un staff. Mais la problématique, c'est plus tu vas avoir de tête dans un staff, plus c'est compliqué. Dans la gestion des égos, dans la gestion des personnes. Donc je pense que tu vois, un mode de fonctionnement où tu es peut-être 2, voire 3 préparateurs physiques, 2 avec un kiné qui est aussi un peu prépa physique, comme était Thibaut par exemple, ça c'est un bon mode de fonctionnement. Mais que tu dois toujours être à la dispo de ton entraîneur, parce que c'est l'entraîneur qui va décider, quoi. Donc ouais, ça a été... J'ai adoré, hein. Je me suis vraiment éclaté au FC Metz. Et si tu me dis, retourne-y, j'y vais. Retourne avec les mêmes moyens humains où tu es tout seul, je sais que j'y retourne. Parce que je me suis éclaté. Et voilà, tu mets en place des choses, tu as l'aval des joueurs, tu as l'aval des coachs. Mais c'était très, très épuisant. Très épuisant, très difficile. Donc émotionnellement, ouais, c'est dur. Comment tu as vu évoluer ce métier au fil des années? Donc je voulais te demander, alors, de manière générale, comment tu vois cette chose? Bah, là, on est... c'est bizarre parce que tu vois, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi un colloque là, en Nouvelle-Zélande en visio sur justement l'intensité des charges externes et internes. Et je pense qu'on arrive... je pense que là, ce que fait par exemple la FIFA avec tous ces championnats mis bout à bout, avec ces compétitions mis bout à bout, je pense qu'on arrive à la limite. Je prenais toujours en tant que préparateur physique, moi ce qui m'intéressait, c'était pas forcément... Alors bien sûr, je suis un compétiteur né, dans le sens où j'aime pas perdre. Tu vois, match nul pour moi, c'est perdu. Mais à un moment donné, l'intégrité du joueur, l'intégrité de l'homme, et pour moi, en tant que préparateur physique, est la clé. C'est important. Voilà. Parfois, il y a eu des divergences avec certains entraîneurs par rapport à ça. Pour moi, l'intégrité de l'homme est plus important que le statut de joueur. Et alors, c'est sûr que quand tu es dans le sport de haut niveau, soit tu as des gens qui sont à l'écoute, qui sont ouverts à ça, ou pas du tout. Mais ça, on parle de valeur humaine, là. C'est autre chose. Et donc là, je pense que dans l'intensité, dans l'évolution du football moderne, dans l'intensité, c'est très compliqué. Tu vois, par exemple, moi, je suis pour ce changement d'être à 5 joueurs. Parce que tu as une intensité de championnat, de nombre de matchs, de répétitions, et l'intensité des courses qui est vraiment extrême.
maintenant. On est vraiment très élevé. Moi, je suis un fan de foot américain, tu vois. Et quand je te dis un fan, je crois que je regarde plus un match de foot américain qu'un match de foot, pour te dire. Tu vois, eux, ils ont eu beaucoup de dérives par rapport à ça, tu vois. Même si ça a strictement rien à voir, parce que c'est un match qui est extrêmement coupé, mais le meilleur compromis, c'est le rugby, tu vois. C'est avec les chocs qu'ils ont, avec l'intensité des courses, parce que l'intensité des courses sont phénoménales, quoi. Et ouais, parfois, moi, ça me fait un peu peur, parce que j'ai peur des dérives par rapport à ça, tu vois. J'ai peur des dérives, j'ai peur qu'on tombe dans des dérives. Mais je pense que peut-être avoir des squads, avoir des collectifs un peu plus garnis. Moi, je pensais aussi également peut-être au fait d'aller sur des changements illimités aussi. On ne mettrait pas des changements illimités comme au futsal. Ça peut dénaturer le jeu. Ça peut dénaturer là, on a le bien jeu. augmenté le nombre de changements. Oui, tout à fait. Mais ça éviterait peut-être aussi également les blessures. ouais, peut-être. Personne ne peut souffler. Oui, tout à fait. De toute façon, dis-toi une chose. La vie de tous les jours fait que y a une évolution. Donc, ça peut aussi être une voie à suivre, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, je suis très satisfait des 5 changements. Hein, je suis très satisfait de ça. Pour l'intégrité de l'homme. Hein. Alors après, tu as des entraîneurs qui sont contre, hein, parce que voilà. Après, très souvent, c'est des entraîneurs old school. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais c'est voilà. Moi, je suis un entraîneur old school, hein, parce que je suis né dans les années 1900, tu vois. Donc, mais ouais, parfois j'y pense, tu vois. Alors peut-être je suis moins focus là-dessus parce que je suis pas dedans. Si j'étais amené à revenir dans le circuit, je me poserais des questions, ouais, certainement. Et tu vois, par exemple, en tant que prépa physique, comme en tant qu'entraîneur, je pense que la prévention, les routines de prévention, les routines de post-entraînement, de récupération, les postes de prévention, tu vois, les postes préventifs, devraient être complètement intégrés, d'une part, dans la formation des nouveaux entraîneurs, chose qu'on ne fait pas, et je pense que devraient être intégrés totalement dans les méthodes d'entraînement. Tu vois. Et je pense que peut-être qu'on éviterait peut-être des blessures à la con, quoi. Excuse-moi du terme. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et David Terrier, justement, quand je l'ai interviewé, il en parlait aussi que c'était un combat qu'il faisait avec la FIFA sur le nombre de matchs également qui était de plus en plus nombreux. Ouais, pour moi, c'est comme ce que tu viens de dire. Ensuite, après le FC Metz, tu as poursuivi ta carrière, notamment au Luxembourg, avec le Racing Luxembourg, où tu as rencontré, c'est là que tu as rencontré, tu as travaillé aussi également avec Thibaut, parce que Thibaut, du coup, tu l'as rencontré au FC Metz. Alors Thibaut, c'était le 4e kiné qui faisait les massages de récupération. On s'est lié d'amitié. Vous êtes retrouvé au Racing Luxembourg. C'est moi qui l'ai emmené au Racing. C'est toi qui l'as amené au Racing Luxembourg. Donc ma question, c'est sur le Racing. On parle aussi de ton aventure en Suisse avec Neufchâtel ou encore Xamax ou encore le Swift Espérange où tu as dit que ça c'est pas forcément bien fini. Ouais. Qu'est-ce que tes expériences t'ont apporté? Raconte-nous. D'abord, on va parler peut-être de ta relation également aussi avec Thibaut. Écoute, Thibaut, 4e kiné qui faisait les massages en situation de récupération pour le groupe pro. Lié d'amitié, il me posait des questions sur la prépa physique. Je le voyais qui était vraiment très attiré par la préparation physique. C'est là que je dirige vers le CEP de J-Committee, qu'il a réussi brillamment. Je lui avais prêté des GPS pour son étude de cas. C'était très cool. Et d'ailleurs, l'étude était très bien faite. Et puis voilà, moi je sais, tu vois, c'est pas un secret de polichinelle. Hein. Moi, mes clients, très souvent mes clients deviennent ses patients. Que je lui envoie parce que je trouve que c'est un très bon kiné. Voilà, sans... Je peux le confirmer, c'est le mien. Ok, d'accord. sans hypocrisie, quoi. Voilà, je trouve que j'aime bien cette méthode de globalité pour aller vraiment sur le spécifique où tu as mal. Il a plusieurs cordes à son arc en plus. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon kiné. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que le Racing avait besoin d'un kiné, j'ai dit à Elias, écoute, j'en connais un, donc il a fait la maille et c'était très bien, très cool. Et je suis content qu'il ait gardé ce contact avec Elias puisque maintenant il est à Thionville et que Thionville monte en Ligue 3 et c'est très bien pour Elias comme pour Thibaut. Et puis après, le Racing, belle expérience parce que Elias m'a donné la possibilité sur la deuxième partie de saison avec le Racing de prendre un peu le lead sur les entraînements parce qu'il y avait 2 adjoints qui étaient en place, mais qui devaient aider Jeff Saibene, entraîneur luxo-suisse, mais qui l'a pas forcément aidé. Donc il m'a donné un peu le lead là-dessus et ça m'a fait vachement plaisir parce que au fond de moi, je sens que j'ai besoin de manager, je sens que j'ai besoin de coacher.
Après, avec réussite ou pas réussite, ça c'est autre chose. J'ai aimé. Et puis on a gagné la coupe face à Dudelange, 3-2. Ce qui a permis au Racing de faire un tour de Coupe d'Europe. Ce qui a permis à Thibaut de faire de l'Europe. Voilà, c'était cool. Moi, à cette époque-là, c'était compliqué. Voilà, j'avais postulé pour être numéro 1 sur l'équipe. Ilias a choisi une autre voie. Je me suis fait opérer de mon genou, donc je me voyais mal. J'ai dit à Faz, qui était l'entraîneur, je me voyais mal être son adjoint, en sachant que j'ai postulé en tant que numéro 1. Donc j'ai fait le poste de prépa physique sur 2 mois, puis après j'ai arrêté d'une part par mon genou et puis d'autre part j'ai eu l'opportunité d'aller à Xamax Neuchâtel avec Jeff Saibene qui était parti là-bas. Et voilà, j'ai été là-bas à Xamax en tant que performance coordinateur et entraîneur adjoint. Et je me suis aperçu que de plus en plus j'étais plus entraîneur que entraîneur adjoint ou performance manager. Et voilà, j'ai remplacé plusieurs fois Jeff parce qu'il avait pris pas mal de rouges là-bas et puis les Suisses ils rigolent pas avec les rouges. Donc plusieurs fois j'ai été numéro 1 et ça m'avait bien plu. Et donc et c'est bizarre parce que ça m'a bien plu dans les moments les plus difficiles, pas dans les moments gratifiants. Tu vois ce que je veux dire? C'est au moment où t'es dos au mur, tu vois, et tu te dis t'es dos au mur, tu peux pas, il y a personne pour t'aider là. T'es tout seul, faut que tu te démerdes, il faut que tu fasses des choix. Et ça c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, donc après derrière je suis revenu de Neuchâtel. Bon, ça s'est mal fini parce que Jeff a été limogé. Et puis, moi, j'avais posé ma démission, mais il restait des matchs importants pour aller au barrage pour se sauver en 2e division. Où Lee Forte, entraîneur assez connu en Suisse, m'a demandé de rester. Je suis resté. Puis après, je suis parti. Je suis revenu ici parce que je faisais beaucoup d'allers-retours. C'était très compliqué, familialement parlant. Et puis ma structure aussi, hein, parce qu'il fallait la faire vivre. Donc, mon fils m'a beaucoup aidé là-dessus. Et je le remercie grandement d'ailleurs. Puis après, j'ai eu Manu D'Acosta qui m'a appelé pour prendre le Swift avec lui à Esperange. C'est pas la meilleure des idées que j'ai eues, à part pour Manu. Voilà, j'ai connu Manu, j'ai toujours eu. On a beaucoup d'amis en commun. D'ailleurs, maintenant, il est à Paris 13 en national. Et j'espère qu'il va se sauver. Voilà, j'avais envie de travailler avec Manu, et Manu avait vraiment envie de travailler avec moi, mais je pense qu'on n'était pas dans le bon club. Voilà, voilà, donc c'est pas un bon club avec un directeur sportif qui était complètement à la rue, malgré une belle équipe sur le papier, mais bon, voilà, beaucoup de problèmes. Je sais pas si t'as su, il y a eu beaucoup de problèmes. Oh non, je suis pas trop le foot luxembourgeois. Ouais, t'as raison. Excuse-moi d'être un peu au vitriol, mais c'est le cas. Non, ouais, beaucoup de joueurs qui n'ont pas été payés, je te parlais de respect de valeurs humaines. En tout cas, dans ce club-là, je ne parle pas des autres, en tout cas dans ce que je ne connais pas. Et c'était dans quelle année le Swift? Là, c'était 2024-2025. Voilà, où les joueurs n'ont pas été payés, le staff n'a pas été payé, donc beaucoup d'actions à la FIFA, beaucoup d'actions avec des avocats, donc voilà, c'est très compliqué, voilà. Donc non, c'était pas un très bon choix. Et donc en fait, ouais, je vais pas en dire plus sur le football luxembourgeois. Voilà, je suis content que Jeff Strasser soit l'entraîneur de l'équipe nationale parce que je trouve que ça, moi j'aime beaucoup Jeff. Et donc voilà. Et puis bon, j'ai quand même beaucoup de connaissances qui jouent au Luxembourg quand même. Donc mais après. Bon, voilà quoi. C'est pas. Et Jeff, c'est un ami à toi, tu Non, on s'est côtoyé pas mal de fois, mais je suis content parce que je trouve que qu'il dégage quelque chose en tant qu'entraîneur, quoi. Voilà. Et puis la carrière qu'il a eue, quoi. Faut quand même la respecter. Donc, mais voilà. Donc après, je suis un peu amer par rapport à ma dernière expérience avec le Swift. Voilà, c'est pour ça. Après, je dis pas que je ferme les portes, hein, mais je suis un peu amer. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai une petite surprise pour toi. Oh. Donc, je vais te donner la tablette. Il y a quelqu'un qui voulait te poser une question. J'espère que c'est pas Vincent Oignon. Bon, non, ça serait bête, hein. Non, c'est pas lui. Ah, Thibaut. Je te laisse appuyer sur play. Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. Écoute, je pense que Hugo a dû retracer tout ton parcours autour du football. Du coup, moi, je voulais te demander un peu quelles étaient tes inspirations au niveau des autres sports. Je sais que tu apprécies beaucoup le football américain et je pense que ça pourrait être intéressant aussi que les gens connaissent que tu as quelques expériences dans différents domaines et apprécieront que tu nous racontes quelques histoires
peut-être autour de la course à pied, de la musculation, de l'athlétisme, du basket ou autre. Donc écoute, est-ce que tu peux nous raconter 2-3 anecdotes sur ce sujet? Voilà, porte-toi bien et puis à bientôt. Salut. Écoute, je vais parler plus de foot américain et de l'athlétisme. L'athlétisme, ça a été vraiment mon sport de prédilection quand j'étais gamin. Et tu vois, tu me disais, est-ce que tu voyais un avenir dans le football? Pas forcément, mais je m'en voyais plus un avenir dans l'athlétisme. Mais après, c'est pas pédant ce que je vais dire, mais le fait que je sois un peu à touche à tout, j'étais pas super fort dans un domaine, tu vois, dans une spécialité. T'étais pas spécialiste. Tu vois, tu pouvais me mettre sur un cross, tu vois, j'ai gagné. Mais t'avais pas de spécialité également dans l'athlétisme Alors si, j'avais une spécialité, ouais. C'était le saut en hauteur, mais j'étais capable de pouvoir lancer loin avec un javelot, capable de lancer loin avec du poids. Alors je courais pas vite, j'étais plus sur de l'endurance, j'avais vraiment une filière endurante. Donc je m'étais mis un peu au décathlon, tu vois, tu m'as mis à la perche, au bout du deuxième saut, ça va, je sautais 2,50 m, tu vois, et j'avais 14 ans, je crois, ou 13 ans, je crois. Donc tu vois, j'étais pas vraiment spécifique sur un sport. Et tu vois, moi, tous les 4 ans, l'athlétisme aux Jeux Olympiques ou les championnats du monde, pour moi, c'est une obligation. À la limite, s'il faut que je pose des vacances pour les regarder, je les pose. Pour moi, c'est le sport. Et quand tu es stapsien, parce que je suis un ancien stapsien, tu sais que la base, c'est l'athlétisme. Et dans tous les sports, la base, c'est l'athlétisme. Même le football. Si tu sais pas courir, si tu sais pas griffer le sol, tu vas pas être un bon sprinter. Si t'as pas de bons appuis forts, ça va être compliqué, quoi. Donc l'anecdote, c'est que je suis resté 1 an et demi bloqué à 1,53 m en saut en hauteur. Et en fait, ça m'aide beaucoup cette anecdote parce que je le dis souvent à mes clients, que ça soit sur de la perte de poids, par exemple, tu vois, ça n'a strictement rien à voir, ou sur des perfs, tout simplement, footballistiques. Parfois, tu peux être bloqué à un moment donné, ce qu'on appelle des phénomènes plateaux, d'accord? Mais ce phénomène plateau peut juste sur un déclic, peut basculer. Et je suis resté 1 an et demi à 1,53 m, même en compétition, à l'entraînement. Un truc de fou. Voilà, j'arrivais pas à passer de 1,55 m. Et un jour, comme ça, j'avais complètement décidé d'arrêter le saut en hauteur. Je cours avec des amis, tout ça, je fais mon échauffement, j'allais faire une séance de fractionné, certainement, je crois. Et puis, j'avais mon entraîneur de saut en hauteur qui était sur un côté, qui mettait des barres. Il dit, vas-y, viens sauter et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas sauté. Et puis, je me mets à sauter une barre, ouais, ça passe. Je me mets sauter une deuxième barre, ça passe. Et puis, il me dit rien sur les barres, tu vois. Et on sautait plus avec les élastiques, on sautait vraiment avec les barres. Et puis, je vois une barre, mais je la vois haute, mais sans plus, quoi. Et puis, j'y vais comme ça, en rigolant. Je sors une vanne, et puis, hop, je vais courir, et puis je saute. Déjà, je saute à 1,60 m. Mais je le sais après. Et là, bim, mon plateau, il a débugué. Et donc, en fait, tu vois, par exemple, j'ai suivi une formation de préparateur mental, et dans le sport, de haut niveau, et pendant 1 an. Et en fait, tu vois, là, je me suis retrouvé là-dessus, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis sérieux dans ce que je fais, mais à la fois, je vais prendre un peu plus de dilettante, je vais prendre un peu plus de plaisir dans ce que je fais pour mettre en place les choses. Sans me prendre la tête, sans être simplement que focus. Il faut faire un distinguo entre être focus sur quelque chose et la concentration. C'est 2 choses bien différentes. Et donc, là, j'étais peut-être pas concentré, tu vois. J'étais juste focus sur dire, tiens, je vais prendre du plaisir. Et j'ai pris du plaisir et j'ai réussi à sauter 1,60 m. Voilà. Et j'ai un record à 1,90 m. Okay. Pour te dire. Oui. Donc, et la deuxième anecdote, c'est le football américain. Football américain, ça a été une révélation parce que dans la préparation physique, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors après, il y a des dérives. Il y a eu des dérives, malheureusement. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Et j'emploie beaucoup d'exercices de football américain dans tout ce qui va être dans mes skills de vitesse en football. Par exemple, tu vois, je mets en place un T-run, qui est vraiment un exercice ou un agility test, qui est vraiment des exercices spécifiques au football américain, mais que j'ai transposé au football. Et donc très souvent, je viens sur un terrain de foot avec un ballon de foot américain. Très souvent. Okay. Alors, comme il y en a un là-haut, par exemple. Donc voilà. Voilà mes anecdotes. Thibaut, je ne sais pas si je t'ai répondu correctement. Moi, je pense que oui. C'est quand même une bonne anecdote. J'ai bien aimé celle du saut en hauteur. Ok, c'est cool. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un petit épisode sur ton actualité de cette année. Tu es entraîneur au FC Youth.
Donne-nous ton retour sur le rôle d'entraîneur et qu'est-ce que tu apprécies dans cette fonction et comment se passe cette année avec le FC Youth. Écoute, j'ai signé à Youth cette année parce que j'avais besoin de retrouver le terrain de football. Et puis j'avais besoin d'entraîner, mais surtout le football me manquait en fait. Voilà. J'avais besoin de mettre en place des exercices, j'avais besoin. Alors le championnat en lui-même, pas forcément. Tu vois, l'adrénaline du match, pas forcément, mais plus la relation humaine avec des joueurs de foot, mettre en place des choses, essayer de faire découvrir des choses, de résoudre des choses. Voilà, l'envie était là. Surtout c'était ça. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai jamais travaillé avec d'agents. J'ai pas fait de lobbying pour trouver un club. En fait, c'est un de mes clients qui est un joueur de Plantière, gardien de Plantière, qui me dit, écoute, regarde, t'as vu sur LinkedIn, Youth se cherche un entraîneur, donc j'ai postulé comme ça, voilà, mais comme j'ai postulé à plein d'annonces. Hein. Et donc une personne m'appelle pour me faire un premier entretien, un deuxième entretien, un troisième, et puis voilà quoi. Donc après, alors plein de gens et plein d'amis m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre en R2 quoi? Tu as eu besoin de 3 entretiens pour signer en R2 avec tout ce que tu avais fait. Ouais, non mais bon, n'importe. Mais je t'expliquerai après, tu vois. Et donc, voilà, plein de gens me disent, mais pourquoi en R2, tout ça? Je dis, je m'en fous du niveau. Moi-même, je suis un amateur. Je viens du monde amateur. C'est pas parce que, tu vois, je veux dire, tu estampilles les gens sur un moment T de leur vie. C'est pas parce que j'ai fait 4 ans au SMS que, j'ai un boulard ou que, tu vois, je suis, voilà, forcément estampillé sport de haut niveau. Le football me manque, tout simplement. Donc, j'avais besoin d'entraîner et puis me dire, voilà, est-ce que je suis capable, à un moment donné, avec ma culture de haut niveau, l'objectif, il faut l'entretenir, cette culture de sport de haut niveau. Si tu n'es plus en contact avec les gens de sport de haut niveau, tu la perds peu à peu. C'est comme un match de football. Plus tu regardes un match de football, plus tu vas avoir un œil acéré. Moins tu regardes le football, ça va être plus compliqué de voir certaines choses. Donc, moi, j'avais besoin de revoir un peu des bases. Et donc, je suis tombé sur un super groupe de seniors. Super, franchement. Donc, je suis responsable des seniors, R2 et D1. Et en fait, je vais te parler juste de ma relation avec mon groupe de joueurs, qui est pour moi la chose la plus importante parce que le reste est anecdotique, puisque voilà, j'ai une relation avec mon président qui est très chaotique. Et donc, pour te dire, voilà, en janvier, il s'est mis à chercher un entraîneur sans même que je le sache. Et c'est d'autres entraîneurs d'autres clubs qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qui se passait à Youth, quoi. Donc, moi, je tombe un peu des nues, quoi. Donc, parce que c'est pas moi, dans mon éducation, de faire un truc pareil. Parce que moi, je ne ferais jamais ça. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, imagine ton entraîneur, il te fait ça dans ton dos et tu apprends par une tierce personne. Comment tu réagis? Donc, moi, je suis plutôt bouillant comme caractère. Je suis plutôt sanguin. Mais avec l'âge, je me suis un peu assagi. Et puis, en face de moi, j'ai une personne âgée. Donc, ça sert à rien. Donc, je me suis juste focus sur mes joueurs. Et donc, je reste jusqu'au 7 juin, jusqu'au dernier match. Mais après, l'année prochaine, je ne serai plus à Youth. Le protocole a été signé déjà. Et en fait, maintenant, ça fait 11 matchs qu'on est invaincu. On a fait quand même 3 semaines dans un championnat où on était 12e, dernier. Et là, on est 3e. Et on est à 2 points de Vemrange qu'on joue ce week-end. Donc, chez nous, contre Vemrange. Et donc, on était à la trêve, on était à 11 points de retard. Et puis, on n'est plus qu'à 2 points. Et, si vous les battez, vous passez premier voilà, on passe premier. Okay. Et on se tire la bourre avec Charleville et Plantière. Donc, c'est un championnat qui est assez serré. Et tu vois, je te parlais d'être dos au mur. C'est ce que j'essaye un peu de dire à mes joueurs. Moi, j'aime bien être dos au mur, travailler un peu sans filet et voir un peu ce que je suis capable de faire ou de même pas faire. Je peux peut-être me planter. Hein. Là, je te parle, à Vemrange, on va peut-être prendre 4-0. Mais voilà, moi, j'aime bien ces petits moments-là, quoi. Donc, et mes joueurs ont adhéré. Et voilà, on a fait un super déplacement à Val-de-Laine là, le week-end dernier. On était tous dans la camionnette. Je conduisais la camionnette, j'étais vanné, mais bon, c'était cool. Alors ça change du sport de haut niveau, tu vois, on revient sur le monde amateur, mais ça fait du bien à un moment donné. Enfin, un petit peu de piqûre à rappel de revenir dans le monde amateur. J'ai des problèmes de ballon, j'ai des problèmes de matériel, le terrain est pas terrible, tu vois, je fais tout, je gonfle les ballons, voilà. Mais voilà, quoi. Je suis bien entouré avec, j'ai 3 personnes qui sont cool, parce que la situation est un peu compliquée. J'aime pas, moi, les conflits, j'aime pas les problématiques. Et là, je trouve ce qui s'est passé, c'est un manque de respect,
Pas parce que c'est Hugo Cabouret, mais ça aurait été n'importe qui, c'est exactement pas. Et c'est un manque de respect et un manque de valeur humaine, quoi. Donc voilà, mais bon, je vais au bout du truc pour mes joueurs et puis après on verra comment ça se passe. Donc j'espère pour mes joueurs qu'on va monter en R1, ça serait cool, parce qu'on part de très très loin, d'accord. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. Après. Ok, d'accord. Ensuite, on va passer à un meilleur épisode. Aujourd'hui, tu développes ton activité, donc Cryo Relax and Fit, autour de plusieurs choses que tu vas nous expliquer. Comment est né ce projet? Qu'est-ce que tu développes? Explique-nous un petit peu. Parce que tu m'as fait le tour au début quand je suis arrivé. Donc, écoute, en fait, c'est sur ma dernière année du FCMS, je me disais, bon Hugo, tu fais quoi? Parce que, ok, c'est sympa, préparateur physique, mais à un moment donné, est-ce que tu vas faire ça même à 60 ans, quoi? Et je suis quand même plus proche de la boîte à sapin que le berceau, quand même, tu vois. Donc, à un moment donné, tu te poses ces questions-là, quoi. Donc, je me dis, bon, ouais, et puis c'est très aléatoire, tu sais, comme j'avais toujours des contrats d'1 an, à un moment donné, tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc, je me suis dit, ce qui serait bien, il faudrait peut-être que je monte un truc. Voilà, mon fils se plaît ici, on se plaît ici, j'aime la ville, voilà, j'aime tout de Metz, tu vois. Donc, je me dis, bon, je me vois pas revenir à Paris, j'ai pas envie de revenir à Paris, j'aime cette quiétude de vie. Donc je dis, voilà, je suis manipulateur cryo formé à l'INSEP. Je me dis, on va faire découvrir la cryothérapie aux gens. Moi, je me suis soigné pour mon genou et pour mes 2 hernies discales avec de la cryothérapie. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis surtout sur l'aspect psychique des choses, pas que sur le bilan musculaire, articulaire, qu'on peut l'employer avec le sport de haut niveau. Mais par exemple, tout ce qui va être burn-out, gestion émotionnelle, avec la cryothérapie à moins 110 degrés, moins 120 degrés, tu as des effets quoi, positifs sans forcément prendre des cachets. La problématique avec la cryothérapie, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc en France, et c'est très peu connu, et puis les gens, c'est quand même une expérience incroyable. 3 minutes à moins 110, faut le faire. Je suis le premier à être sur mon canapé avec un thé et un plaid, hein. Mais le froid et force de constater que le froid fait énormément de bien au corps et à l'esprit. Donc je me suis dit, tiens, je vais lancer ça. Et puis, comme j'ai un ami qui est distributeur de la Chambre sur Bordeaux, voilà, j'ai investi. J'ai trouvé un super local qui est en plein centre de Metz. J'ai tout rénové. Ça coûte combien une machine comme la machine avec les 2 cubes, 100 000. Ok. Ah oui, c'est un investissement. Et puis, j'ai fait des investissements dans les travaux ici aussi, parce que c'était un local qui pendant 3 ans est resté vide. Donc j'ai tout refait, hein, tu as pu constater. Hein, j'ai créé 2 vestiaires, une salle de cryo localisée, une douche, une salle de fitness de 25 mètres carrés. J'ai créé une baie vitrée, tu vois, donc avec des entrepreneurs. Et donc je me suis dit, voilà, je suis instructeur TRX, je suis préparateur physique, autant aussi mettre en place des cours individuels où l'objectif, c'est de faire du suivi. Quand j'étais jeune et étudiant, je travaillais dans des salles de sport où c'était l'usine. Et je sais que maintenant, les gens aiment avoir un suivi longitudinal. Alors, j'utilise pas trop ma casquette d'ancien préparateur physique du FCMS, parce que ça fait un peu redondant, tu vois, ça fait un peu prétentieux. Mais voilà, moi, je fais un suivi longitudinal avec les gens, tu vois, comme avec la personne qui est en train de faire du vélo à l'heure actuelle, qui a besoin de se remotiver aussi, qui a besoin d'être suivi, d'être accompagné. Et c'est ça où ça m'intéresse aussi, tu vois, le relationnel, c'est un mot à mettre au mot pour moi, tu vois. C'est pour ça que la relation que j'ai avec Philippe Nisberger, tu vois, le relationnel est très important, parce que si tu veux qualifier Philippe de quelque chose, c'est le relationnel. Voilà, tout le monde te dira ça. Et moi, j'ai besoin de ce feeling-là. J'ai pas besoin tu fais ci, tu fais ça, et après. Et c'est pour ça que je fais des cours individuels, alors parfois à 2. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de créer quelque chose, parce que c'est aussi ça, tu te dis à un moment donné, tu crées quelque chose, tu as la fierté de le créer, et mon objectif je voulais créer un emploi. Et malheureusement, j'ai eu la très bonne idée d'ouvrir mon centre 6 mois avant le Covid, quoi. Donc j'ai eu la crise sanitaire qui m'a fait énormément de mal, sur un plan financier et sur un plan de communication. Donc ça a été très, très compliqué, très difficile. Et donc voilà, donc j'ai dû faire un petit peu avec, et je t'avoue que c'est assez compliqué. Les gens ont un peu de mal. J'ai beaucoup d'amis qui ont des centres qui disent ouais, ce serait bien d'avoir une deuxième pandémie.
Il faut pas exagérer. Je vais pas dire que je veux une deuxième pandémie, Mais il y mais a l'antivirus en soi. ouais, j'entends ça, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après la pandémie, post-Covid, les gens ont compris que leur corps était important, quoi. Leurs besoins physiques et psychiques étaient importants. Et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pris soin d'eux, mais à un moment donné, bah, la nature humaine fait que t'es rattrapé par plein de choses. Et puis vu le contexte géosociétal, si je peux l'appeler comme ça, c'est vrai que c'est très anxiogène, très compliqué financièrement. Si c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour tout le monde. Donc ouais, là je suis dans le dur depuis 1 an et demi, je suis dans le dur, vraiment dans le dur. Je regrette pas, hein, parce que faut se lancer. À un moment donné, c'est trop facile de critiquer toujours les patrons ou les entrepreneurs, tu vois. Mais à un moment donné, il faut peut-être mettre la main à la pâte. Alors oui, j'aurais voulu peut-être un peu plus d'aide, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, mais non, je regrette pas cette situation entrepreneuriale. Après, je t'avoue que je suis dans une situation où je me pose la question, c'est que si je continue ou si je dépose le bilan. Ouais. Parce que c'est vraiment très compliqué. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais te demander, est-ce que l'idée de rester dans la performance sportive ou aussi d'ouvrir cette approche au bien-être et à la récupération pour tout le monde? Bah, C'était quoi l'idée? C'était de rester justement dans cette performance ou c'est plutôt d'ouvrir une approche de bien-être à la récupération, montrer le bienfait justement de... Ouais, je pense que tu viens de répondre à la question, c'est exactement ça. C'était de faire comprendre aux gens que d'une part, il y a pas très longtemps, là, j'ai vu une phrase qui m'a énormément plu, qui disait vieillir jeune. C'est qui l'avait dit? Je l'ai vu dans une publication, tu vois, et en fait ça m'a tilté, quoi. Et parce qu'en fait c'est vraiment ça, en fait. On est dans une civilisation où on vieillit de plus en plus longtemps, on vit de plus en plus longtemps, mais comment on va décider de vieillir? Et là je parle pour moi aussi, hein, tu vois, parce que quand tu fais du sport à outrance comme j'ai fait depuis l'âge de mes 13 ans, à un moment donné, bah, tu vois, mon genou craque, mes hernies discales, tu vois, je suis pas non plus... le sport, c'est bien, mais le sport à outrance, à un moment donné, ça fait mal. Et donc, tu te dis, bah, à un moment donné, moi, j'ai toujours été dans la bienveillance vis-à-vis c'est mon éducation, mes parents m'ont éduqué comme ça. Bah, je pense que, tu vois, bienveillance et bien-être, c'est le même début de mot, tu vois, et bah, ça va de pair. Et en fait, l'idée était là, l'idée était de dire, je propose un service à des gens, et encore, là j'ai qu'un 90 mètres carrés, j'aurais eu un 200 mètres carrés, je pense que Thibaut travaillerait avec moi, parce que l'objectif c'était peut-être aussi de créer un pôle, alors certes de performance, mais de performance de bien-être, pas de performance simplement dans l'activité en elle-même. C'est-à-dire, à un moment donné, bah, peut-être un endroit où tu peux faire du sport, mais à la fois prendre soin de toi, peut-être te faire masser, avoir un kiné, peut-être avoir un podologue, voir un ostéo, pourquoi pas un nutritionniste, et dire, bah, on accompagne les gens dans leur vie de tous les jours. On les accompagne, et pas simplement, bah, tu prends un abonnement dans une salle, et puis tu vas faire ton sport quand tu as envie de le faire. Beaucoup de gens me disent, tu vois, beaucoup de mes clients me disent, ce qui est bien avec toi, c'est qu'à partir du moment où on a pris rendez-vous avec toi, on se sent obligé de venir. C'est un peu comme tu as un rendez-vous chez le médecin ou chez le coiffeur, tu vois. Et j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai, en fait, quand tu prends rendez-vous avec quelqu'un, bah, si tu as un minimum d'éducation, bah, tu vas au rendez-vous. Et donc, tu es obligé. Et là, si toi, tu as juste ton abonnement à la salle, si après ta journée, tu es fatigué et tu n'as pas envie d'y aller, bah, c'est trop facile. Tu vois, tu allumes la télé, et tu vois un match de foot et tu vois, tiens, je vais rester. Tu vois. Ça s'est passé comme ça, peut-être pour toi, tu vois. Moi, je suis pas fan de la salle de sport. Je t'avoue que je m'en rappelle une année, je me suis dit avec des potes, on y va et tout. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, je préfère aller faire du foot, mais pas. Moi, je suis pas musculation ou salle de sport. Et du coup, voilà, moi, en fait, il faut que j'ai un but également et que ça me plaise. C'est le plaisir avant tout. Et à la salle, moi, je prenais aucun plaisir à être sur des machines et à faire ça. Après, tu vois, pour revenir un peu sur ta question, c'est de dire aussi, tu sais, les deux choses que tu perds, plus tu avances dans l'âge, et très tôt, hein, c'est pas, faut attendre 50 ans, hein, plus tu avances dans l'âge, plus tu vas moins éliminer ce que tu vas manger et ce que tu vas boire, plus tu vas perdre de la masse musculaire, ce qu'on appelle le phénomène de sarcopénie, c'est-à-dire que tu as la fonte musculaire, c'est-à-dire que tu produis plus assez d'hormones protéiques pour pouvoir construire ton muscle. Donc il faut faire de la musculation, tu vois. Mais après, tu as musculation et musculation. Quand le terme musculation, c'est un mot barbare. Tu vois, tout le monde pense que c'est un mot barbare. Donc, savoir sur quoi tu dois travailler. Et surtout, la troisième chose aussi, c'est que tu perds ton équilibre. C'est plus tu avances dans l'âge, plus tu as cette notion d'équilibre qui va être de moins en moins bonne.
Et ben, si tu limites ces deux paramètres-là entre tu produis un peu de muscle, tu reproduis un peu de muscle, tu travailles ton équilibre, bah déjà tu vas mieux te sentir mentalement, mais tu vas mieux te sentir aussi dans ton corps. Et donc, tu vas éviter des petites blessures. Tu vois, des blessures à la con, tu vois, tu trébuches, tu n'arrives pas à te récupérer, tu te tords la cheville, ou tu te fractures le bassin, tu vois. Et là, on est dans du bien-être. Et je pense que en France, on a un problème avec le sport. On a un problème avec le sport. Quand tu sais qu'à l'heure actuelle, même si le budget, je ne sais pas s'il a été voté, là, le budget national, mais connais-tu le pourcentage qui est alloué au sport en France? 0,02%. Je parle pas de 0,2%. Je parle de 0,02%. Voilà. Et on demande d'avoir des champions olympiques, des champions du monde, en n'ayant que 2 heures de sport en terminale. C'est du tu foutage. le vois, de toute façon, en 6e, ils ont 4 heures, puis d'un coup, ça réduit directement à 3, et on est à 2 au lycée. À l'heure actuelle, Donc, au Canada, je prends l'exemple du Canada, t'es en primaire, ou t'es même t'es en primaire. Les gamins apprennent à placer leur corps et leur respiration sur un mouvement de musculation avec une barre, Hugo, avec une barre. C'est-à-dire qu'ils apprennent sur des éducatifs avec un bâton en bois, d'accord, pour aller sur une barre. Des gamins, ils sont sur ce qu'on appelle un développé couché, un bench press, la barre, elle fait 10 kilos, les gamins, ils ont 10, 11 ans, ils font un développé couché, avec une barre de 10 kilos. Mais le placement du dos est bien mis en place. Le placement de la respiration est bien mis en place. Donc t'imagines l'écart qu'on a. Nous, ici, à 10 ans, on fait quoi? On fait du coloriage. On fait de la pâte à sel. Donc, tu vois ce que je veux dire, le décalage, comment il est? Donc, je dis pas que derrière ça, c'est pas parce que c'est pas pour ça que les Canadiens sont meilleurs que nous en sport. Tu vois? Mais c'est qu'à un moment donné, on a un problème avec l'éducation du sport en France. Et pourtant, on a une culture en France sur le sport. Et on a du mal avec ça. Et alors, je dis pas que moi, je vais résoudre les problèmes, hein, loin de là. Mais au moins, moi, sur les 20-25 personnes que j'ai en clientèle, d'accord, au moins, alors, oui, j'ai une clientèle un peu vieillissante, mais au moins, je leur donne des clés pour pouvoir aller mieux. Et ça, c'est de la bienveillance et ça fait plaisir. Mais je pense, tu vois, c'était un peu l'axe de pourquoi je voulais. Et puis c'est surtout, je reste à Metz. Je suis plus au FC Metz parce que je suis né pour le FC Metz. Je suis plus au FC Metz, donc je reste à Metz parce que j'aime cette ville. J'aime les gens qui sont là. Même si je vais voir aucun match du FC Metz, je suis supporter du FC Metz. J'ai pas envie de rentrer sur Paris, donc je fais quoi? Je vais ouvrir quelque chose dans mon domaine. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Ah, si, très bien. Ok, super. Ensuite, j'avais une avant-dernière question. Avec tout ton parcours, quel regard tu portes aujourd'hui sur le métier de préparateur physique dans le football professionnel? Si tu devais le dire en quelques phrases, sinon. Quelques phrases. Pour moi, un préparateur physique, comme un entraîneur gardien de but, c'est un entraîneur à part entière. Sauf qu'il n'est pas vu comme tel, que ce soit par des entraîneurs ou par les gens qui l'emploient. Justement, ce serait plus un emploi sous-coté alors? Oui, totalement. 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 Comme le métier de kiné. Totalement. Mais ce sont des métiers invisibles. On n'est pas, et on ne demande pas à être devant les caméras ou ça, c'est pas ça. On demande un peu plus de, je parle pour l'ensemble de tout le monde, je pense qu'on demande un peu plus de reconnaissance. Et la reconnaissance n'est pas liée simplement au salaire que tu vas toucher. Tu vois, ce sont des gens qui sont importants. Ce sont des gens importants dans le bon fonctionnement du haut niveau et de la performance. Sauf que parfois, on les bâcle un peu, on les met un peu dernière roue du carrosse, tu vois, que ça soit effectivement en termes de salaire, en termes de contrat, mais en termes d'importance. Mais justement, au niveau du salaire, combien si tu veux bien y répondre. Par exemple, au FC Metz, ça pouvait varier de combien à combien un salaire de préparateur physique quand tu y étais? Un préparateur physique, il n'y a pas de charte. Malheureusement, toi, c'est le club. C'est le club qui décide. Il Okay. n'y a pas de charte comme un entraîneur ou un entraîneur adjoint. D'accord? Malgré que pour devenir préparateur physique, et je le rappelle, pour devenir préparateur physique ou entraîneur gardien de but, il faut que tu aies le DEF. Donc le DES, un diplôme d'état supérieur, le DEF. Donc il faut que tu aies ce qu'on appelait, maintenant la trame, je la connais moins, le BE2. Donc c'est-à-dire qu'avant d'être spécialisé dans ta discipline, tu es déjà entraîneur de football. Donc c'est-à-dire que tu peux déjà officier en tant qu'entraîneur adjoint. Donc, à l'heure actuelle, Christophe Maréchal peut être entraîneur adjoint. Okay. Moi, je peux être un entraîneur adjoint. J'ai le diplôme pour. D'accord? Sauf que,
comme tu es catalogué en tant qu'entraîneur de gardien ou préparateur physique, eh ben pour la mentalité des gens, tu es juste un préparateur physique. Non, tu es un entraîneur de foot à part entière. Moi, je suis un entraîneur de foot à part entière. Mon premier diplôme, c'est mon BE1. J'ai fait I1, I2, animateur senior, BE1. Et après, je me suis spécialisé. Donc, c'est un discours que j'ai eu avec l'ancien DTN quand j'étais au DMVE, où je m'étais pris un petit peu le bec avec lui, il pensait que nous étions que des entraîneurs spécifiques. Je suis pas un entraîneur spécifique, moi. J'ai une spécialité dans un certain domaine, mais avant cela, je suis un entraîneur de football. Et donc, on n'a pas de charte en tant que préparateur physique ou entraîneur gardien de but. Alors, peut-être que ça a évolué, je sais pas, ça fait un petit moment que je suis plus dans le circuit. Mais pour répondre à ta question, en termes de salaire, ça pouvait varier, ça dépend des clubs, ça pouvait varier entre 3 000 et 7 000 euros. Ah oui, seulement? Seulement. Ok. Je pensais plus à 10 000 euros. Ah non, pas du tout. Ah non. Un préparateur physique qui a 10 000 euros ou un entraîneur gardien de but qui a 10 000 euros, bah, il est coté et ça fait un petit moment qu'il est au club ou ceci, cela, quoi. Oui, mais peut-être sur ta 4e année, ça n'avait pas un peu plus augmenté. Non. Et quand tu étais par exemple au Luxembourg et tout, est-ce qu'au Luxembourg, c'est aussi des salaires qui sont plus élevés ou même pas? Luxembourg, c'est l'anarchie totale. Ok. C'est au FCMS où tu as le mieux gagné? Ou tu as eu un club où tu as le mieux gagné? Ah bah, quand j'étais à l'étranger. Oui, à l'étranger. Oui, par exemple, à l'étranger, si tu devais... En tant que préparateur physique, t'arrives à, plus maintenant, mais on pouvait arriver facilement aux 10 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Plus les avantages en nature, c'est-à-dire la maison, la voiture, les billets d'avion, les primes et ceci, cela, quoi. Mais ça, c'était à une autre époque. Là, ça a bien évolué. Mais ouais, je trouve que ces postes-là ne sont pas. Bah pour te dire, je connais même pas le nom de celui actuel au FCMS. Des préparateurs physiques. Oui. Il y en a, ils sont 2. Voilà, ils sont 2. C'est quoi les noms? Tu les connais parce que... Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Prévost, je crois, qui était venu avec Stéphane Lémignon, qui est à la base un entraîneur de foot. Bah, je crois que ça n'a pas changé, le staff à part lui. Non. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Dacruz, c'est pas un Dacruz, c'est un entraîneur, non. Dany, il a été joueur. Je l'ai entraîné, Dany, à Créteil. Dany, c'est l'entraîneur adjoint. Ok, d'accord. Donc voilà. Okay. Mais ouais, moi je prône pour dire que ce sont des métiers qui sont extrêmement importants dans la cohésion, dans la gestion de tous les jours et surtout dans la performance. Ok. Ensuite, pour finir, quels sont tes projets et ambitions pour la suite dans le football ou dans ton entreprise? Alors, dans mon entreprise, je t'ai déjà répondu. Soit j'ai un projet avec un client associé, mais qui est en stand-by pour l'instant. Donc, voilà. Donc, je peux mettre la clé sous la porte dès le mois de juin, malheureusement. Après, dans le football, bah écoute, on est dans la période. Donc, je me suis mis en recherche. J'ai rarement fait du lobbying dans les clubs, donc je me suis mis sur le marché. C'est très compliqué. Tu recherches un vrai projet professionnel? Oui. Tu vois, mon fils que t'as entreaperçu, lui, il est abasourdi que je n'arrive pas à trouver quelque chose, comme beaucoup de gens aussi. Il est abasourdi avec toutes les casquettes que je peux avoir. Voilà. Après, alors oui, soi-disant, j'ai un caractère un peu difficile. Si être droit, honnête et bienveillant, c'est être difficile, alors ouais, je le confirme, je suis alors. Mais ce sont des... Et t'as vu, je peux pas parler d'intelligence ou de compétence, hein. Mais c'est pas à moi de le dire, de toute façon. Ouais, bien sûr, je recherche un projet, bien sûr. Et là, je suis arrivé à un point, autant les autres fois, non, parce que j'avais ma structure et j'avais cette... comment ça s'appelle, j'avais un peu cette redevabilité, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais vis-à-vis de mes clients. Mais là, ouais, même sur l'étranger, je me mets à rechercher parce que j'ai besoin, parce que en fait, je pense que je suis fait pour ça, quoi. Je suis fait pour ça. Maintenant, j'ai pas m'acharner non plus, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est génial. S'il y a des gens qui répondent à ce que j'ai pu envoyer, c'est cool. Mais à un moment donné, je vais te donner une anecdote, tu vois, quand je rentre du Qatar en 2000, la première fois que je suis rentré du Qatar, c'était en 2004. Il a fallu aller travailler pour nourrir la famille. Je faisais des cantines scolaires et puis j'avais une mine de Rungis à côté. Je déchargeais à 2h du matin, je déchargeais des caisses de fruits. Je me pose pas la question. C'est-à-dire que si à un moment donné,
Si on est intéressé par moi, c'est génial. Et puis si je peux apporter, bah, c'est cool. Mais ma situation ne va pas perdurer. Bah, ça fait un peu Émile Zola, tu vois, mais ma situation ne va pas perdurer. Donc ça veut dire que si je ne trouve pas, bah, je me mettrai à chercher un travail lambda. Comme parce que j'ai vu que les taux de chômage en France étaient montés à 8%, comme les 8% de la population active. Donc je me mettrai à chercher du travail, qu'importe le travail. Mais voilà, après ça fait partie, comme tu disais, est-ce que j'ai des plans de carrière? Bah, j'ai en tout cas pas celui-là. Tu vois, j'ai pas ce plan de carrière-là, mais bon, voilà, écoute, c'est les aléas de la vie qui font ça, quoi. Après, voilà, si je suis plus dans le circuit, c'est peut-être aussi parce que maintenant on fonctionne beaucoup avec des entraîneurs. Tu vois, la preuve, je suis venu avec Philippe, tu vois, au FCMS. Donc tu as des entraîneurs qui fonctionnent avec des gens propres à eux. Donc soit j'ai un entraîneur qui recherche, soit un club. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, j'ai rien. Voilà. La seule chose au niveau footballistique, la seule chose où je suis focus, c'est avec mes joueurs de youth, c'est Monterrey. Il me reste 3 matchs. On s'est mis un deal, on va dire tous les 20. C'est de dire, voilà, on gagne tous nos matchs. À partir de la trêve, on gagne tous nos matchs. Donc c'est ce qu'on fait. Bon, à part un match nul. Donc pour moi, c'est une défaite. Pour eux, c'est un match nul, mais pour moi, c'est une défaite. Mais donc voilà, il nous reste 3 matchs. J'ai 3 matchs à gagner. Après, arrivera ce qui arrivera. On monte au R1, c'est génial pour eux. Parce que moi, j'y serai pas, malheureusement. Et puis voilà, c'est tout. Ok, et une dernière chose, si tu devais décrire tout ton parcours en une phrase. Je ne vais pas le dire en une phrase, je vais le dire en un mot. C'est encore mieux, vas-y. Résilience. Et bah, ce sera le mot de la fin. Merci Hugo. Merci Hugo. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette interview. C'est cool. On a découvert plein de choses. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Ouais, donc, c'est cool. Merci à toi. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de s'abonner à la chaîne, mais également de la partager, de commenter également si vous avez des questions pour Hugo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir. Il a dit petit, va faire un